Juste le temps d'un détour, on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Restez demeure le même, le 699 13 50 75. Par SMS ou par WhatsApp, n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de l'émission. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment dans le monde, vous avez la possibilité, bien sûr, de vous connecter sur Info Télévision, notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun. Reste également d'actualité pour les amoureux des tabloïds. Vous également, vous pouvez contribuer. Une fois que je l'ai dit, on va accueillir Franklin Sambou sur ce plateau. Dois-je le réitérer? Il est enseignant et c'est un bonheur de le retrouver encore ce soir. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir et bon début de semaine à tous. Le plaisir est renouvelé d'être sur ce plateau. Rectifier beaucoup de choses et l'information pour l'instant c'est qu'en attendant que vous n'ayez le bout du tunnel, il n'y en a plus. El-Hadj Mariga Ibrahim, bonsoir et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir. Ma société civile en politique. Merci, il n'y a que moi pour réussir à avoir ce genre de mélange sur mon plateau. Merci Rosalie. Le plaisir de partager. J'ai toujours dit c'est un honneur de se retrouver là. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, comment tu fais pour mobiliser le temps des gars autour de toi? Vraiment c'est un plaisir, c'est un retrouvaille. Merci, nous pensons vraiment être à la hauteur, n'est-ce pas, de notre thématique. Ouais, parler du Cameroun, surtout c'est des thématiques vraiment importantes. Vraiment importantes pour la société. Donc je dis bonsoir à mes co-discutants et aux millions de téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir autant pour moi aux panélistes qui sont là, à vos milliers de téléspectateurs. Ben, surtout je voudrais saluer ceux qui travaillent pour le développement et la paix dans l'Union Ekele, pour tous ceux-là qui travaillent pour la cohésion, notamment l'association des clés du succès qui travaille beaucoup pour amener les élèves qui ne sont plus assez concentrés aujourd'hui dans les études, concentrés à consommer les stupéfiants et autres, qui font quand même un effort de montrer aux élèves que le moment maintenant pour eux c'est de fréquenter et que peut-être le temps des sachets c'est après. Je voudrais également saluer le préfet d'Union Ekele qui depuis qu'il est arrivé, on sent un souffle nouveau dans l'Union Ekele. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le discours du changement de mentalité et on voit comment ça se vit. Je finis en disant bonjour à Sa Majesté Ntom Félix qui est un homme de culture et de tradition pour ce qu'il fait dans l'Union Ekele, surtout à Izeka, dans l'arrondissement pour la jeunesse. Il semble que les élections là vont être compliquées pour moi. Dis-leur bonsoir de ma part. C'est arrivé. et que ce qui te rend si heureuse me rend également heureuse. Merci d'être là, Jean-Paul, c'est un plaisir. À notre confrère avec nous ce soir, c'est Alfred Obama, journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie, merci à tous ceux qui nous regardent. Et bienvenue pour les companélistes. Un bonjour particulier à tous les ressortissants de Ngomdiap. Ah, ok. L'Union Ekele pouvant cacher Ngomezap. Nous sommes d'ailleurs voisins. Donc toi, c'est les populations de Ngomezap. Toi aussi, tu as la bonne charité commence par soi-même. Non, j'ai pas de souci. Tu as aussi les gens là-bas que tu veux. Mon frère, c'est oublié Tibati. J'ai oublié Tibati, oui, c'est vrai. Je connais bien les hommes d'origine même de mes invités. Seulement, on a toujours un petit regard en arrière. Après ça, je vais parler de repris d'identité. On va dire que ouais, Rosalie, tu déranges le Cameroun avec son d'abord de quelque part. Nous sommes d'abord de quelque part. Si on oublie d'où vient. Donc, c'est le nom réseau. On dit aussi bonsoir au sous-préfet. Ou toi, tu n'es pas d'accord? Non, le sous-préfet, bon, il est chez lui, chez nous. Il est là. Il est là, il fait son travail. Monsieur le sous-préfet, on ne t'a pas sauvé, c'est tout aussi. Merci d'être encore là ce soir, Alfred. J'ai quand même une question avant d'accueillir Émile. Pourquoi les journalistes ne s'aiment pas beaucoup? Pourquoi on a ce problème entre confrères? C'est les affaires de on aime ceux qui bouffent l'argent des autres. Vous ignorez quoi? Non, je vais ignorer un peu. Qui sont dans les réseaux et qui écartent les autres. Vous ignorez quoi? Donc c'est pourquoi on ne s'aime pas. Il peut être dans les réseaux et respecter aussi... Quand vous avez un confrère journaliste, vous avez fait un travail, il sait que vous avez fait un travail, il est commis à la tâche pour désintéresser ceux qui sont
qui ont fait ça ce qui est travail. surprenant quand même. Il tourne, il prend la clé des champs, je vais dire ça comme ça. Mais il n'aura pas de bons yeux, on ne va pas s'entendre. Parce qu'on ne peut pas venir travailler, on fait du bon travail et après, vous êtes là comme si on n'a rien fait. Ça, c'est pas bien, vous êtes du métier, vous comprenez bien ce que je dis. Il faut que les gens apprennent à être honnêtes, à ne pas vivre sur le dos des gens qui ont travaillé. Parce que quand vous avez mangé le beurre de celui qui a travaillé, sachez que vous allez payer tôt ou tard. Si vous ne payez pas, vos enfants vont payer ou votre progéniture va payer. C'est quand même surprenant. Et c'est récurrent chez les journalistes justement. Qui font de la malhonnêteté. C'est même de la kleptomanie à un moment donné. Ils sont nombreux qui font ça. Mais il y a d'autres qui sont franchement honnêtes. Vous faites du travail, vous êtes parti, on vous rappelle. Puis on vous remet ce qu'on devait vous remettre. Mais ça devient monnaie courante. C'est le journaliste qui est même le premier à piétiner le journaliste. Et après, vous voulez que les patrons fassent quoi? C'est justement pourquoi j'ai fait une petite parenthèse en début d'émission, puisque je vous ai tous les deux. Je constate quand même que c'est de plus en plus récurrent. On nomme les journalistes dans les ministères, celui de communication et tout, mais ce sont eux qui semblent ne pas comprendre le problème des journalistes au Cameroun. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est le temps qu'il fait. Le temps? Le temps qu'il fait. Il y en a même qui manquent de respect à des morts. Il voudrait dire que c'est l'environnement global qui fonctionne comme ça. La prédation. Parce que les gens... Alors on est prêt à tout, même avant les gens ne sont pas... Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens ne sont pas sûrs d'eux. Parce que quand tu es un homme de conviction, tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Parce que quand vous voyez le contexte, quand je dis que c'est l'environnement global, ça dit que l'environnement global prédispose les gens à fonctionner dans cette démarche d'otage. Tu as évoqué tout à l'heure les cellules de communication. La majorité des cellules de communication sont entre les mains, parfois des journalistes de la presse privée, des anciens de la presse privée, qui ont été piétinés, qui sont conscients des enjeux, mais qui sont entrés dans la même démarche. Qui ne font même pas foi. Et cette démarche de... Parce que la presse, c'est quoi? C'est le quatrième pouvoir. Parfois, nous ne sommes pas... Moi, j'aime à le dire le contre-pouvoir. Oui, c'est-à-dire que c'est un magistère. Nous sommes des magistrats. Mais quand les gens ne sont pas conscients de leur potentiel, de leurs devoirs et de leurs droits, ça débouche à ce qu'il évoquait là tout à l'heure. Les gens ne comprennent pas que on peut partir on peut souffrir pour demain vivre bien. Malheureusement. Quand vous regardez ceux qui piétinent les journalistes au Cameroun, ils ont quel potentiel? Je ne vais pas insulter... C'est pour ça qu'il parlait des réseaux tout à l'heure. Quand vous regardez, ils fonctionnent ils viennent d'où? Ils fonctionnent comment? Parce que tu es arrivé dans un ministère, ils nous appellent dans les manifestations, ils vous appellent des mendiants, parce qu'effectivement, comme ils disaient là, ça dit qu'on réserve des miettes, parce que ça me permet de poser le vrai problème de la presse privée au Cameroun. C'est-à-dire que l'aide publique à la presse privée. Parce que tout part de là. Regardez le volume de l'aide publique à la presse privée, c'est un mépris total. Mais, est-ce que vous avez vu des journalistes lever pour poser les problèmes? Parce que les gars se servent dans d'autres assiettes qui ne sont pas sur la scène, qui sont dans les coulisses. C'est dans toutes ces réalités, mais un jour ça va changer. Voilà, c'était juste, j'ai voulu profiter de vous avoir sur le plateau. J'ai vécu quelques scènes qui m'ont un tout petit peu estomaqué en tant que journaliste et je me demandais pourquoi c'est possible. C'est possible que quelqu'un qui a la même posture que toi, qui comprend tes problèmes, aille encore cisailler ou chercher à faire des... C'est incroyable, mais je me dis aussi... Je vais vous raconter une petite histoire, s'il vous plaît. Je disais seulement bonsoir aussi. Non. Un jour, le jour qu'on inaugurait, on faisait la pose de la première pierre du marché de Sanglima. C'est un journaliste de Vision 4 qui m'a amené dans ce... J'ai pas appelé ça dans son sac. Oui. Mais lui ne savait pas que moi j'ai fait toute ma scolarité à Sanglima. Que les pontes du régime, là, moi je connais la majorité. On arrive... J'étais avec lui. On est parti manger. Après, on a donné la responsable, on devait donner les 10 000 là, comme d'habitude, les miettes qu'ils nous jettent là, comme si nous sommes des... On a jeté les 10 000 là. J'étais là. Le gars qui a appelé les 10 000, il est parti. On était là. Après, moi j'étais dans la salle. J'ai vu le maire, l'ancien maire avec le ministre de la Défense à l'époque, Vamé Boutou. On se connaissait très bien. Après, il m'a fait comme ça.
Tu as foncé. Non, il m'a fait comme ça que bon, attends. Mais attends. Je suis resté là. Après, quand il a fini avec, ils sont montés, il m'a fait. Viens. Je suis allé, quand il a fini avec, il est parti, il m'a donné 200 000 francs. C'est-à-dire au nom de la camaraderie. Ouais. Parce qu'à un moment, l'homme même qui m'a mené dans son sac, il me posait la question, mais tu connais l'homme si oui. Quand tu m'as amené, mais tu le connais. C'est toi qui me gères. Après, j'ai 200 000 francs. Moi, je lui ai dit que. Voilà. Où un peu comment ça fonctionne au pays. Ouais. Ah oui. Compliqué. Si tu n'as pas quelqu'un quelque part, parfois même avec le mérite, on te donne. Comment il y a 200 000? Il y avait 150 000. Le reportage était déjà pointé. Et le reportage était pointé. En tout cas, c'est des petits sujets. On aura l'occasion de les mettre sur la table. Hein. J'ai juste fait une discrétion ce matin parce que voilà, cet après-midi, parce que ça m'a un tout petit peu dérangé et je n'ai pas compris pourquoi ça vient de nous qui savons ce que nous endurons au quotidien sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'ai opté depuis plusieurs années de plus courir vers des reportages officiels, sauf si vraiment c'est une nécessité. Je préfère créer des reportages utiles à la société parce que ça me rend toujours dingue d'attendre après on te dit mets-toi en rang pour vous tendre 5 000. Je me dis après 23 ans de métier, j'en suis encore à attendre 5 000 à la fin d'un point de presse qui est un problème quelque part. Donc ça n'a pas bougé. En vous donnant ça, on vous traite comme et on vous fait remplir des paperasses comme ça, comme si vous étiez en train de vouloir toucher. Et à la fin, tu entends que le 5 000 qu'on a écrit, en fait, c'était 500 000. Et quand on t'a donné 5 000 et puis ils se sont assis. C'est pas honnête. Il faudrait quand même qu'on essaie de respecter les gens qui exercent dans ce métier. Tout le monde a faim, tout le monde a des problèmes. Que les gens n'aient pas l'impression que être nommé Selcom ou responsable d'une distribution de PDM d'examen d'être un Si peu on n'a honnête. pas faim, on ne vole pas. Ceux qui volent ont aussi faim, même s'ils ont des milliards. Voilà. Tant qu'ils Alors, ont faim. Émile, je voulais d'abord bavarder un peu avec les journalistes là, je t'avais pas oublié. Merci d'être là ce soir. Tu seras encore la voix du RDPC. C'est toi qui as créé la cassure, hein? Toi, tu es très africain ce soir. Merci d'avoir encore accepté l'invitation. Merci de l'invitation, Rosalie, et bonsoir. Bonsoir aux panélistes. Même comme je ne suis pas en reste, mais je reste africain, je reste comme, comme Bien tout sûr, le monde. bien Bonsoir aux sûr. millions de téléspectateurs d'Info TV et surtout de cette émission Le Grand Soir. Donc, je suis toujours très heureux d'être là, de répondre à vos invitations et surtout de porter la voix du RDPC. Donc, peut-être pour dire un petit mot aussi sur cette actualité, sur ce débat qui est très intéressant. Et dire que tout à l'heure, nous allons évoquer les problèmes des personnels médico-sanitaires et précisément les exigences de l'ordre de ces professionnels, parce que tout ce que nous avons dit, c'est l'ordre qui a provoqué. Pour dire que les métiers s'organisent en ordre, qui essayent donc maintenant de définir les pratiques en matière d'exercice de la profession. Bon, aujourd'hui, nous le disons, ce n'est pas simplement vu de l'esprit que la communication, le journalisme, c'est le quatrième pouvoir. Parce qu'il fait tomber ou alors il influence les trois autres pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est-à-dire qu'à partir du journaliste, il a une influence significative sur ces pouvoirs-là. Ça veut dire que pour avoir cette influence-là, il faut donc des bonnes pratiques, il faut une solidarité, il faut un code éthique, il faut. C'est pour ça que d'autres professions sont donc organisées en ordre, pour dire que n'entre ici que celui-là qui peut respecter les canons de la profession. Et ailleurs, on n'exerce que si on est inscrit dans l'ordre. Vous voyez, on va parler des personnels médicaux tout à l'heure pour comprendre que c'est comme ça que les professions aujourd'hui s'organisent. Bon, pour le journalisme, peut-être que c'est la formule qu'on a toujours au Cameroun, parce qu'on va dire qu'un journaliste, c'est celui qui fait le journalisme, c'est celui qui fait de ce métier-là. Et puis, ça va un peu dans tous les sens. Bon, peut-être aussi, c'est l'exception aussi, dans chaque métier ou dans cette profession. Mais pour dire qu'il faut prendre conscience de la solidarité, parce que tous les métiers professent d'abord la solidarité du corps. Lorsqu'on est journaliste, face à un journaliste, il y a un minimum de responsabilité vis-à-vis de son confrère. Il y a une éthique, de telle sorte que même des problèmes internes, que ça ne soit pas transparent à l'extérieur. Bon, tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, sans avoir de la matière, je crois que ça manque aussi beaucoup à cette noble profession qui est le journalisme. Savoir la solidarité entre confrères. Et puis, les autres petits détails, on peut bien les encadrer.
Oui, on peut bien les encadrer. Il faudrait déjà, comme vous le dites, peut-être pas un ordre, puisque les enseignants n'ont pas d'ordre entre eux et tout. C'est peut-être les avocats, les médecins. On va pas tous suivre la même trajectoire, mais on est quand même organisé. On est organisé en association, sauf que justement, on se bouffe. Qui essaie de donner... Le seul souci, c'est qu'on se bouffe entre nous, même dans cette organisation-là. C'est ça qui est malheureux. Comme le crabe qui est dans le panier de... Ah ouais. De baleines. On se tire. De requins. Personne ne sort de ce panier. On se tire par les pinces. On bouge pas. Souffrons ensemble à l'intérieur et allons mendier les pédièmes. C'est notre leitmotiv. Le jour où on va penser différemment, je suis sûr également qu'on va nous respecter dans ce pays. Alors, Émile, on va rentrer. Je suppose que les autres n'ont rien à dire dessus, non? Vous voulez aussi dire quelque chose sur nos souffrances? Ça c'est visible, ça se d'accord. voit, ça nous fait mal. Okay. Mais c'est Émile qui a dit quelque chose de très sérieux, parce que là, vraiment, c'est l'homme qui impose le respect. Vous voyez, encore comme les journalistes, sincèrement, nous voyons du tout ici dehors. On est d'accord. Quelque chose qui n'est pas du tout vraiment pour ce métier, ce noble métier. Quand nous voyons sur notre cieux, n'est pas journaliste qui veut. Ouais. Oui. Mais il a dit quelque chose, il m'a dit, qui doit alors organiser ça? Qui doit impulser cette organisation-là? Peut-être le souci est que le gouvernement veut venir organiser c'est toujours les journalistes eux-mêmes. notre fonctionnement. Oui, c'est d'abord, ça part d'abord de vous. Même puis doit partir. Maintenant, vous allez être soutenus. C'est déjà organisé. Parce que ça coule un peu avec, n'est-ce pas, notre thématique là. Justement, c'était que un biscuit à l'entame pour qu'on puisse... Ça coule aussi, n'est-ce pas, parce que c'est un corps qui a besoin aussi d'être assaini. À un moment, parce qu'il y a beaucoup des écoles, des jeunes qui sont venus avec des BTS, comme je dis, ça coule franchement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tout venant. Tout à fait. C'est tout le monde qui sort, qui vous dit. Et quand vous voyez les pratiques sur le terrain, mais vous vous posez la question de savoir, c'est quoi ça? Bon. A dit pour eux, rien, comme tu as dit là. On vous invite quelque part, on vous ridiculise juste avec... Non. Puis quand ça vient d'un confrère. Je vous assure, c'est que nous lisons depuis ce matin. Moi, j'ai vu ça, je posais, c'est quoi tout ça? On a de l'argent? Peut-être aussi en mettant sur pied... En mettant sur pied peut-être les états généraux de la presse. Mais non, il y en a déjà eu. Il y a déjà eu ça. On en a déjà eu. Il y a même un dossier qui est toujours dans la... Remettre encore à jour, ça pourra... Quelqu'un encore dans une caisse, il n'est même pas enterré. Le problème est même pendant là, ou devant la justice. Mais tu trouves quand même le courage de dire des énormités comme ça? Non, il y a un point d'éthique quand même. A dit l'homme doit quand même, c'est pas mesurer certaines choses. Tu dis non, ce n'est pas le temps. Voilà. Mais ce qui est évident, non. Au niveau du travail des égarements, là, c'est-à-dire la justice doit faire son travail. Mais oui. mal. Mais on va punir comment quelqu'un qui insulte un mort, que le mort n'est même pas là pour contredire. On punit ça comment? Mais c'est sa parole contre celle du mort. Le mort étant mort... On lui a toujours donné la liberté d'expression. Non, ça limite quand même. On respecte quand même le corps. Liberté par libertinage aussi. S'il ne peut pas s'élever, je dis. Mais beaucoup vont toujours vous dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun, il n'y a pas de liberté de presse. Non, monsieur, ne tirez pas le jeu on se comprend, on se connaît. Parce que lui, il évoque l'aspect justice. Mais ils vont toujours brandir cet argument. Non. Puisque c'est chaque jour qu'ils le disent qu'il faut laisser la presse faire son travail. On a vu cette même personne traîner dans le bureau, n'est-ce pas, des ministres, non? Pour lui taper sur le doigt qu'il a mal fait. Il a pleuré partout, qu'on a sorti des chenilles en kilo avec son enfant. Vous savez, dans les années 70, quand il y avait la guerre à l'ouest, voyez ce qu'Aïdjo avait répondu. Il dit que ceux qui disent par la liberté de machin truc, hein, est-ce la liberté de tuer? Allez, quand on dit les droits de l'homme, est-ce la liberté de tuer? Est-ce la liberté de saccager le pays? Hein? C'est ça. C'est la même chose. Est-ce que la liberté d'expression demande de manquer de respect à un mort? Ça doit devenir le libertinage d'expression. Voilà. En tout cas, ce n'était qu'une mise en bouche à l'entame de cette émission. Il fallait qu'on en parle un tout petit peu. Mais on va parler à présent du brevet technicien supérieur. Il le disait tout à l'heure, monsieur Sambou, tout simplement parce que ça a été suspendu. On a assisté à une réunion, bien entendu, du ministre de l'Enseignement supérieur et du ministre de la Santé publique, parce qu'on se rappelle, il le disait également tout à l'heure, c'est l'ordre des professionnels de la santé qui a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière.
invitant justement à la suspension et à l'annulation totalement de BTS, HND et autres en santé dans le secteur privé. Mais après cette réunion, bien entendu, en fin de semaine, il a été décidé de suspendre pour l'instant le BTS au Cameroun et bien sûr ne remettant entre les mains du ministère de la Santé l'ordre et la seule liberté de réorganiser tout cela pour qu'on puisse avoir encore un diplôme de ce type au Cameroun. Donc, est-ce qu'on va encore l'appeler BTS on n'en sait trop rien? Est-ce qu'on va mettre quel contenu? De prime abord, c'est la note que vous vouliez lire. Oui, parce que... Vous voulez la lire pour moi? Ou vous voulez que je la lise pour les téléspectateurs? Donc, ça va aller, ça va aller. Je vais... Il est important de lire et avant que vous ne puissiez discuter. Qu'on n'a pas suspendu ou on n'a pas annulé. Ouais. Parce que c'est important. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé publique ont co-présidé le vendredi 16 août une importante réunion interministérielle portant sur la formation des personnels médico-sanitaires par certaines institutions de l'enseignement supérieur. Ils prenaient pas, que vous pouvez imaginer. 3 questions majeures ont été abordées respectivement sur l'inscription des titulaires des licences professionnelles dont je citais tout à l'heure, BTS, HND et autres, en santé au tableau de l'ordre des professionnels médico-sanitaires. On le disait d'ailleurs c'est la semaine dernière, les gars cherchaient le mangeoire, ils ont mis ça là-bas. On va sûrement en parler de fond en comble. La délivrance de titres académiques équivalents respectivement au grade de baccalauréat DCE Advanced Level plus 3 et baccalauréat DCE Advanced Level plus 5 aux titulaires des diplômes d'État délivrés par le MinSanté au terme des formations de 3 et 5 années après le baccalauréat. 3. La question des titres d'ingénieurs médico-sanitaires non disponibles au Cameroun suivant les cycles actuels de formation. Au terme donc des échanges constructifs et nourris, les résolutions ci-après ont été arrêtées conjointement. 1. Concernant la formation des personnels médico-sanitaires dans les institutions d'enseignement supérieur, le réajustement à compter de l'année académique 2024-2025 de la formation des 10 personnels dans les structures d'enseignement supérieur en vue de leur arrimage au cycle de formation donnant droit au diplôme d'État délivré par le ministre de la Santé publique. La co-tutelle académique du MINSUP et technique du MinSanté pour la formation des personnels médico-sanitaires suivant les modalités d'une harmonisation à l'entrée et à la sortie des 10 professionnels par le MinSanté. En ce qui concerne la délivrance des titres académiques équivalents respectivement au grade de DCE Advanced Level plus 3, donc le BTS, et plus 5 aux titulaires des diplômes d'État délivrés par le MinSanté, la validation par le MINSUP du cursus des formations y afférentes suivant des modalités à arrêter d'accord partis. Pour ce qui est de la délivrance des titres, c'est la délivrance qui va délivrer, puisqu'avant, c'était que le MINSUP qui manageait tout ça, en gros, c'est ça l'information. Désormais, ils vont se tenir la main, on aura 2 signatures, on aura, et il faut organiser ça et également le contenu des cours à donner. Bon, maintenant, on en arrive à ce que je voulais dire. Comme on est au Cameroun et qu'on est à quelques jours de la rentrée scolaire, vous imaginez à la rentrée là, un contenu différent? Est-ce qu'on n'a pas envie de se dire que c'était juste une stratégie pour pouvoir se partager le fond de cette affaire? Bon, disons, pas véritablement une stratégie, mais ça permet à ce que les étudiants ou alors même les formateurs qui aient plus de sérieux dans ce qui a été fait ou bien ce qui est fait. Parce qu'il était inconcevable que le BTS en santé soit uniquement l'apanage du ministère de l'Enseignement supérieur. Pourtant, on les forme pour le ministère de la Santé. Pour le ministère de la Santé. Parce que quand on les forme, après, ils sont au service de la santé. Même si c'est pour le ministère de la Santé, bref, ils agissent au compte de la santé publique. Maintenant, l'ordre du personnel paramédical, c'est un sujet contre cette formation. Il y avait des dérives dans ce sens. On devait avoir des personnes qui n'étaient pas toujours habilitées. Maintenant, avec cette note conjointe du ministre de l'Enseignement supérieur et du ministre de la Santé publique, je pense qu'il y aura une amélioration. Donc avec la note-ci, les curricula vont changer d'une baguette magique parce que le MinSanté va signer le document avec le MINSUP directement, comme ça, en 2 mois. Pas les curricula, parce qu'en réalité, ces étudiants, généralement, ils font des cours, appelons des cours théoriques. Ça, c'est l'enseignement supérieur. Et après, des stages qui se font sous forme de pratiques, on est qui se passent dans des hôpitaux. Maintenant, ces stages-là
seront suivis par la tutelle du MinSanté, qui est la tutelle technique. Maintenant, j'ai une autre question. Oui, quand ils partaient faire le stage avant, qui les encadrait? C'était les médecins ou c'était les bureaucrates? C'est vrai, les médecins encadraient, mais ça n'avait pas un impact direct parce qu'on pouvait encadrer, ça n'avait pas un impact direct. Or, quand le personnel technique et le MinSanté sait déjà que voilà ce qui m'attend, voilà ce que je dois faire, c'est différent. Il va mieux encadrer. C'est différent du... Je pense qu'il y a plus de sérieux. Ah, d'accord. Deuxièmement, ce que je veux dire, quand ils ont le BTS en santé, ils doivent maintenant, pour s'inscrire à l'ordre du personnel paramédical, faire un concours d'habilitation. Un concours. Après ça, maintenant, l'ordre valide que voilà un étudiant, voilà un personnel habilité à exercer telle activité. Bien plus, ils peuvent même concourir aux examens lancés par la fonction publique, parce que jusque-là, parce qu'il est important de le dire, jusque-là, quand la fonction publique lançait les concours d'intégration, on n'admettait pas ceux-là qui avaient un BTS en santé ou un BTS en soins infirmiers. Mais maintenant, à travers cette réforme-ci, ils pourront compétir. Après le concours d'habilitation lancé par... D'accord. Ils pourront compétir. Donc voilà des améliorations. Non, il y a même plus de sérieux. Et bien plus, le BTS sera maintenant... Puisque la différence, le BTS s'effectue en 3 années. Contrairement à ceux qui vont, par exemple, le BTS en communication des organisations, BTS en gestion de flux et transport qui se passe en 2 ans. Ceux qui font BTS en santé, ça se passe en 3 ans. Et maintenant, au terme de ces 3 années-là, ils auront un BTS qui correspond désormais à un bac plus 3. À un bac plus 3. Et ceux qui vont continuer en 4e année master, après le cycle ingénieur, leur diplôme sera équivalent à un bac plus 5. Donc voilà des réformes apportées au terme de cette réunion. Si j'ai bien compris en d'autres termes, ils vont finir de faire le BTS. Avoir le BTS ne leur donne pas toutes les garanties. Quand ils vont finir d'avoir le BTS, en fait, qui est mort, même si on essaie d'habiller, ils vont maintenant aller faire le concours. Parce que c'est le concours qui les valide dans ce corps de métier. Et quand ils finissent dans le concours, maintenant, à partir du concours, ils ont le droit maintenant de compétir pour être intégrés. Pour être intégré ou bien pour être en d'autres termes, quand on parle en français facile, le BTS sert encore à quelque chose ou pas? Voilà. Peut-être je comprends mal, hein? Le BTS en santé en ce moment-là devient quoi? Une coquille vide, puisque si on finish, tu finis d'avoir le BTS, mais on ne te valide pas toujours que tu es prêt. Tu peux maintenant faire le concours qu'ils vont gérer. C'est quand tu sors du concours là, que tu as passé, on reconnaît donc maintenant ton BTS et on te dit que tu peux aller faire le concours national pour être intégré. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on met encore dans le BTS? Peut-être j'ai mal compris, hein? Je n'ai pas mis fin pour rien. C'est parce que j'ai lu entre les lignes ce qui est dit sans être dit. Sauf si je me trompe. Je me trompe pas, Fred. Peut-être je me trompe pas. Mais lorsqu'on te dit que tu peux avoir tes 3 ans de BTS, à la fin là on ne te gère pas. Tu n'es pas encore reconnu comme personnel de cette affaire. Après ça vient maintenant faire notre concours. C'est quand tu sors de notre concours. Donc tu peux aller faire le concours là, tu échoues. Hein? C'est ça, non, monsieur Sambou? Mais avec ton BTS dans la poche. Non, mais une mesure a été prise pour ceux qui échouent. Parce qu'il faut le signifier. Non, on arrive là-bas. Pour l'instant, d'abord, tu peux échouer. Tu peux échouer, mais une mesure a été prise pour ceux qui ont échoué. Pour le rattrapage. Pour le rattrapage. J'arrive au rattrapage. Tout ça, là, on est d'abord en train de dire que la base, c'est que dès que tu as fini le BTS, là, on ne peut pas encore te valider au Cameroun désormais. C'est que tu ne sais rien faire. Rosalie. Donc, il faut passer maintenant par le concours pour être officialisé. Rosalie. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit du BTS? Bon, disons un test, hein, pas tu veux un concours, c'est un test. Parce que ce concours-là... Tu l'as enchaîné directement. Ça, un examen de certification. Parce que là, on est presque plombé. Non, on n'est pas plombé. On est même bien dans ce que je suis en train de dire. On n'est pas plombé. Affaire dans la parole. Donc, je voudrais dire que c'est une véritable cacophonie qui démontre que ceux qui sont censés piloter, je peux appeler ça l'éducation nationale au Cameroun, ont perdu la voix ou même la vision. Parce que c'est dommage. Alors, l'enseignement supérieur gérait le BTS. On sait que le ministère de la Santé gérait les écoles diplômés d'État et autres. Et jusque-là, on a pensé que tout marchait bien. Mais vous savez pourquoi on en est là? Ça, c'est quoi ça?
Hein? Quand Mama Fouda partait du ministère de la Santé, Mama Fouda a laissé 63 écoles des infirmiers. Quand l'autre qui est là est arrivé, nous sommes passés de 63 à 163. Vous voyez un peu. Hein? Et ils se rendent compte, parce que quand on regarde les derniers concours dans les écoles des infirmiers, on s'est rendu compte que l'offre était au-dessus de la demande. Ça signifie que tout... La demande au-dessus de l'offre ou l'inverse? L'offre, c'est l'inverse. D'accord. Ça signifie que tous ceux qui faisaient les concours dans les écoles des infirmiers réussissaient. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Attendez. Vous ne pouvez pas dire ça. Attendez, non, vous ne pouvez pas dire ça. Attendez. Non, attention. C'est un concours que moi, j'ai suivi de près. Attendez, laissez-moi... Parfois, laissez-moi parler. Je sais de quoi je parle. Hein? Ça signifie quoi? Ça signifie que ce qui se passe en ce moment entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la Santé, c'est un problème de gombo qu'il faut partager. Voilà la base du problème. C'est-à-dire que les gens ne se soucient pas de la qualité, d'abord de la qualité de la formation. Parce que quand vous regardez des écoles démagogiques, moi j'appelle ça des écoles démagogiques. Des écoles démagogiques qui ont été créées. Qui a créé ces écoles démagogiques? C'est toujours des responsables du ministère de la Santé publique. Parce que vous allez voir que, en majorité, les écoles qui ont été créées sont entre les mains des responsables du ministère de la Santé publique. C'est une affaire de gros sous. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que ce qui préoccupe ces gens-là, c'est l'argent qu'il faut gagner. On ne se soucie pas, parce qu'on fait semblant de se soucier de la qualité de la formation, parce que quand l'ordre des infirmiers, professionnels des infirmiers, moi je dis ils ont été instrumentalisés. Ils ont été instrumentalisés, ils sont entrés dans une bagarre qui ne les concerne pas. Pourquoi jusque-là, on a toujours formé les BTS en santé et il y a eu des infirmiers, chacun faisait sa tâche. Personne ne se plaignait. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que beaucoup de jeunes vont beaucoup plus vers le BTS en santé parce que on va aborder la question tout à l'heure. C'est-à-dire les gars qui vont faire des BTS là, c'est les gars qui veulent prendre le chemin de l'autre côté. C'est ça la triste réalité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi je rentre maintenant sur le plan idéologique sur l'affaire de BTS. Quand on était enfant, quand on allait à l'école, nous on savait qu'il fallait aller très loin. Le BTS c'était le raccourci. C'est-à-dire quand tu as eu des difficultés pour aller comme on allait là, tu prends le raccourci pour te rattraper. Et c'est là moi je condamne. Moi je vais rentrer dans un autre élément au niveau de la santé publique. Est-ce que vous savez que quand vous allez dans les cabinets, dans nos hôpitaux de référence là, le personnel qui travaille dans les cabinets, dans ces hôpitaux là, ils sont là, ils n'avancent pas. Or, c'est des gens qui sont déjà futés. C'est-à-dire que parfois, ils dépassent même les médecins. C'est-à-dire que vous allez trouver le personnel des soins infirmiers là. C'est-à-dire que si c'est les ORL là, c'est-à-dire qu'elle est futée. Plus que les gars qui sortent du CUS. Mais pourquoi ne pas réfléchir avec un système que on donne la possibilité à ces gens d'avoir une mobilité dans le comment on peut appeler ça, dans la carrière. C'est-à-dire que tu entres aide-soignante, tu sors aide-soignante. Par contre, on donne la possibilité à des gens de prendre les raccourcis et de devenir tes patrons, alors que sur le plan de l'expertise, tu as plus d'expertise que... Moi, je dis, c'est ça qui est... Pour vous, c'est de ce côté-là qu'on devrait réfléchir. Oui, on devrait réfléchir à un système qui donne la chance, c'est-à-dire que tu donnes la chance à chaque citoyen, s'il a des mérites, avec l'ancienneté, d'avancer. Allez même vous allez voir, même au niveau de l'armée, vous allez voir, on fait un recrutement, on donne un profil, parce que on a son enfant qui doit entrer dans ce profil-là. Une fois que le profil l'enfant est passé, on ferme le profil. Est-ce que vous voyez un système qui n'encourage pas
ceux qui ont la volonté de servir le pays. Moi, c'est ça qui me... Ça qui vous gêne un tout petit peu. Émile Messi, aujourd'hui, on a une situation qui peut être applaudie par certains ou décriée par d'autres, mais le plus important est que, qu'on le veuille ou non, le secteur de la santé fait face depuis quelque temps à une grosse crise quand même. Hein. On ne va pas totalement balayer la sortie de l'ordre des professionnels médico-sanitaires, voilà, j'y arrive, qui ont quand même fait une sortie, même si elle peut être soupçonnée dans un timing soupçonnable, mais toujours est-il que le problème qu'ils ont posé est un problème de fond. On a des stagiaires aujourd'hui en médecine dans des hôpitaux qui, excusez-moi l'expression, qui te tchoukent le bras au point où tu te demandes, là où il est là qu'il est en train de vouloir sortir, si c'est pour tuer les gens ou sincèrement pour prendre soin des gens. Peut-être qu'il faut fouiller, peut-être plus en profondeur, ce problème d'examen aussi dans le privé, lorsqu'on sait que la corruption est partout et que aujourd'hui on joue avec la vie des gens, mais on a des gens qui ont des BTS ici qui sont incapables de te mettre une vraie perfusion sur le bras, hein. Mais qui se vantent quand même d'avoir un BTS. Peut-être ça peut venir sauver aussi ce concours-là. Ça veut dire qu'il était donc temps pour qu'on sonne la fin de la récréation. Si je m'en tiens à ce que vous dites vous-même, ça veut dire que mais une vraie récréation. Effectivement, ça, le ministère de la Santé ne se sentait pas suffisamment impliqué dans l'élaboration même des programmes donnant accès à ce BTS. Et que le ministère de la Santé, étant ce ministère utilisateur, voudrait vraiment qu'il soit impliqué, même dans les programmes et dans la formation. Ça, c'est d'une part. Mais ça ne veut pas dire que le BTS a été suspendu, mais c'est des inscriptions, parce qu'il faut le dire. Les inscriptions en première année BTS, cette année, s'il y a des enfants qui voudraient aller s'inscrire là-bas, non, on a dit arrêtez. Et ceux qui sont en deuxième année, continuez pour sortir. Ceux qui ont eu le BTS, il y a des mesures transitoires. En même temps, le ministère de la Santé aussi, parce qu'il ne faut pas avoir le problème d'un même sens. En même temps aussi, le ministère de la Santé, si vous lisez le même communiqué, pose également ses exigences et des attentes, comme il disait tout à l'heure Obama, par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur, qui ne reconnaît pas aussi ses diplômes, des idées que vous avez dit, diplômes, machin, parfois Bac plus 3, Bac plus 5, mais qui n'ont pas d'équivalent, non, on n'appelle pas ça, de correspondance académique au niveau de l'enseignement supérieur. Vous comprenez donc que les deux se retrouvent donc dans une situation où ils doivent donc danser la valse ensemble et voir comment reconnaître académiquement ceux qui sont formés dans des centres qui dépendent du ministère de la Santé et que la santé en retour reconnaissent aussi ceux qui viennent de l'autre côté. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il faut dire aussi jusque-là que il y a eu ce qu'on appelle le problème d'employabilité. Le ministère de la Santé qui forme aussi beaucoup. Mais en quelques années seulement, le ministère de l'Enseignement supérieur a formé peut-être à coefficient N. Qui est-ce qu'on doit donner dans mon couloir, tu formes plus que moi. C'est le ministère de la Santé qui doit prendre tout ce monde-là. Parce qu'il faut voir vraiment le problème sur le plan pratique. Mais le ministère de la Santé, naturellement, on va dire que qui n'ont même pas eu la réponse. Et ça nous fait donc penser aux réformes, parce que ce n'est pas la première fois que nous avons cette réforme-là. La formation des médecins, qui, je crois depuis 12 ou 13 ans aujourd'hui, a une réforme que beaucoup n'évoquent même pas, à savoir le concours unique. Unique, tout à fait. Que vous soyez dans le privé ou le public, faculté de médecine ou privé, côté, vous êtes soumis à un concours unique. Nous avons 3 IPES privés, 3 IPES. Il y a Colondon, il y a Bangante, l'université de Montagne, et il y a Bamunda. Donc vous faites le même concours que ceux qui vont en faculté de médecine ou pour assembler Madouala et tout. Le même concours. Et si vous lisez, c'est à ce niveau qu'on voudrait également que les bacs plus 2, 3 et autres là, ça rime également. Parce que moi-même, je pense qu'il est inadmissible qu'on soit formé dans le domaine aussi délicat que la médecine, que la santé, quel que soit le niveau, sans passer un concours. C'est des problèmes qu'il faut dire. Qu'aujourd'hui, on va vers l'harmonisation également du concours,
que ce soit dans les écoles des IDE, que ce soit dans les trucs des BTS et IPS, comme vous appelez, mais que ce ne soit plus ouvert au premier venu, qui simplement avec l'enveloppe d'argent pour se faire former, même si la formation, mais il faut un minimum de prérequis, il faut un minimum de dispositions qui fait en sorte donc que, qu'on soit au privé ou au public, qu'il n'y ait vraiment plus qu'on ait le même contenu. En fait. Est-ce que vous savez que, moi je dis que c'est vers là donc que ces réformes voudraient arriver. Est-ce que vous savez qu'en ce moment-ci, au niveau des écoles des infirmiers là, et ils sont encore en train de faire des cours, hein. Alors qu'on s'achemine vers une nouvelle rentrée. Oui, mais je dis donc la difficulté pour celle-là aussi, c'est qu'à la fin de la sortie, au niveau de l'enseignement supérieur, le diplôme n'est pas aussi reconnu. Donc, ils ont aussi bac plus 3, jusqu'à plus 5 même. Nous, on va faire comment? C'est là la bataille. Et on dit donc, il faut que les deux s'asseyent, revisent les programmes, voient ce que les uns et les autres peuvent faire pour harmoniser et faire en sorte que, puisque c'est un problème de santé publique, lorsque nous sommes malades et que nous allons à l'hôpital, on ne va pas d'abord demander que monsieur, vous avez été formé où, mais il aura déjà sa seringue là prête à vous injecter. Et vous verrez donc que s'il y a des manquements par-ci et là, c'est l'avenir même, c'est la santé publique qui est menacée comme ça. Donc je me dis, il fallait vraiment que les deux ministères s'asseyent. Malgré l'agitation des associations, des ANIPES et de l'ordre là. Oui, c'était prévisible aussi, parce que le manque à gagner, puisque ceux des premières années, il n'y aura pas d'inscription cette année, on va gérer ceux qui sont là. Mais ceux qui vont là, donc, comme vous avez dit, je ne vais pas revenir sur ça, il y aura des mesures d'accompagnement, jusqu'à ce qu'on arrange tout, de telle sorte que lorsqu'on entre en première année sur concours, qu'on sorte, qu'on n'ait plus de problème avec l'ordre. Mais en attendant, vous avez le BTS. Ils ont dit qu'ils vont organiser un concours d'ici septembre. Pour les ceux compétences, ils réussissent. Ils n'ont pas de soucis. Ils ont leur BTS, ils sont dans l'ombre. Les autres, on va les recycler. Ceux qui vont échouer, il y aura une mesure palliative là pour leur donner un certificat de formation. Vous voyez un peu. Pour qu'on dise qu'ils n'ont pas perdu le temps, mais qu'ils ont quand même eu quelque chose qui puisse faire en sorte que, s'il fallait peut-être même revenir, parce que même pour les médecins, vous vous rappelez, ceux qui avaient eu des licences, ceux qui ont échoué le concours, on doit donner la possibilité soit de s'inscrire en première année, soit en deuxième année. Donc on les a pas mis au café pour continuer la formation, puisqu'ils étaient déjà quand même avec un pied dedans. Donc il y aura des mesures de cette nature pour que tout le monde trouve son compte, mais avec un plateau technique un peu plus serré, un peu plus dense. Bon, ça alors là tout le fond du problème aussi, parce que on va pas changer les plateaux techniques dans lesquels ils ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas tous les IPS qui auront la possibilité de former. Puisque première condition, ça sera ce plateau technique. Parce qu'il faudra assainir. Mais c'est ça. Mais en attendant, comme on le disait tantôt, tous ceux qui veulent s'inscrire cette année doivent mettre un full stop comme les médecins, de la santé, mais ceux qui sont en cours iront jusqu'au bout. Mais avec tout le parcours qu'on est en train de citer là, donc ça ne sera plus que j'ai mon bac plus 3, j'ai mon BTS, ça marchera plus comme ça. Donc pour les parents qui ont pensé lancer encore les enfants cette année au hasard, non, avec leur changer de filière pour les enfants. On va faire le concours même de médecins. On va lancer le concours là-bas. C'est ça, c'est ça. Il faut le concours de médecine, il faut les grandes écoles de médecine là. Pour ceux qui ont déjà le bac plus 2 que tu dis là, non? Ceux qui sont sortis de l'école cette année. Qui voulaient aller en première année, bien sûr. C'était le raccourci, on a fermé la porte du raccourci pour l'instant. Et le manque à gagner, c'est surtout pour les établissements. Il parlait tout à l'heure, les amis du ministère de la Santé qui avaient les écoles où ils forment en santé dans le privé. Il y aura un manque à gagner énorme, beaucoup de gombo dans le c'est même ça la grande bataille dans cette affaire. Et bien sûr, il faut dire que cette harmonisation, elle est bienvenue, mais à quel rythme elle va se faire? Aussi vrai que nous savons comment ça va lentement dans ce pays. Est-ce que cette orchestration-là va réussir à s'emboîter? Ou ils vont pour le fait que chacun a son diplôme, donc l'autre doit valider. Peut-être ça va faire que chacun signe vite les papiers. Dès qu'on s'accorde même que pour accéder à ces formations-là, il faut un concours. Je crois que ça va aller vite. Ce n'est que ça. C'est la base en réalité. Le concours. On réfléchit, on réfléchit pour nos frères qui avaient opté pour le raccourcir au BTS en santé, que désormais ça va être très corsé, ça ne sera plus le vrai raccourci, puisqu'après il y a beaucoup d'étapes qui s'ajoutent dans le parcours, autant mieux se préparer à tout cela. Ça ne sera plus le BTS comme avant, où on vient, on dit BTS, bac plus 3, et puis on dit qu'on est infirmier, on marche avec les seringues pour tuer les gens partout. Ou on va en France. Ça va être compliqué maintenant. Rosalie, j'ai écouté, n'est-ce pas, Miko, discutant, dire vraiment des très belles choses.
Mais je me dis, n'est-ce pas, le coup de saumon tiré par l'ordre des professionnels médico-sanitaires. Je vous assure, c'est quelque chose à féliciter. Moi, je me dis, c'est même venu avec beaucoup de retard. Parce qu'il y a une chose, la médecine, c'est pas comme autre corps de métier que nous voyons ici, la police, la gendarmerie. On peut recruter les gens avec des faux diplômes, où tu peux juste aller, n'est-ce pas, sans une formation, on te domine. On est d'accord. Là, il s'agit de problèmes de vie, de problèmes de santé publique. Nous, le consommateur, de ceux-là qui sortent de ces écoles, qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Il était vraiment temps de s'arrêter pour essayer de mettre un peu d'ordre dans cette histoire-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vous assure, quand vous voyez le serment d'Hippocrate, qui veut parler de l'éthique, de la déontologie, on est d'accord, de l'honneur et de la probité. Est-ce que c'est ce que nous voyons dans nos hôpitaux, avec nos médecins? On est d'accord. Et il faut même élargir. C'est là, moi, je me dis, même dans des écoles comme CUS et autres, vous trouvez des gens qui ne répondent vraiment pas à ce serment-là. Je vous assure, quand vous entrez dans le bureau d'un médecin, on vous met l'argent devant. Où il vous dit, si vous voulez que je vous traite, retrouvez-moi dans telle clinique. C'est malheureux. On est d'accord? Ça, c'est vrai. Parce qu'il trouve que là où il est, dans son bureau, si c'est un truc de l'État, il ne se sent pas bien. On est d'accord? Donc, avec maintenant les écoles qui forment le PMS, le personnel médico-sanitaire, les instituts qui se sont multipliés, le véritable problème, il faut mettre beaucoup d'accent. Mon cher ami a dit quelque chose de sérieux. La plupart des gars qui vont dans cette école aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est juste pour trouver, parce qu'il est dit qu'à l'étranger, les Blancs cherchent, n'est-ce pas, des personnels de santé. Donc, les gens, la plupart la vont pour acquérir, trouver un diplôme qui justifie, n'est-ce pas, qu'il a fait en santé ici et qu'il peut partir. Et s'il n'arrive pas à partir, justement, il se retrouve là, n'est-ce pas, dans un truc, un centre de santé où c'est ce que nous voyons partout dans les sous-quartiers. Et ça devient un danger pour nous, les consommateurs de ce personnel-là. Donc, je me dis, la décision, n'est-ce pas, entre les trois partenaires, ministère de la Santé, enseignement supérieur, et le corps même, et l'ordre, vraiment qu'ils s'asseyent, comme ils ont déjà fait, vraiment trouver une solution pour pouvoir, n'est-ce pas, nous donner, lancer dans le marché de l'emploi des personnels vraiment qualifiés. Parce que je me souviens, c'est Einstein qui disait, la connaissance, c'est la pratique. Ouais. Le reste, c'est l'information. Ouais. C'est que vous écrivez là. La pratique, est-ce que tous ces instituts-là, quand vous entrez, vous voyez un institut qui forme les enfants, vous voyez les appareils, ils prennent les choses de seconde, les mettent dans des brocantes. On est d'accord? Ils sont formés comment? Si ce n'est que l'écrit, ils vous produisent, n'est-ce pas, des mémoires, ça va. Ils écrivent du n'importe quoi, c'est tout. Mais la pratique, parce qu'en médecine, il faut pratiquer. Ouais. La formation, là, dans les hôpitaux, ils vont. Est-ce qu'on s'occupe de ce gars-là? J'ai d'ailleurs eu beaucoup de personnes qui ont écrit aujourd'hui pour se plaindre des stagiaires qui sont dans les hôpitaux en ce moment, qui quand ils sont en stage, font peur en fait dans les actions. Moi, j'ai invité tout le monde à rencontrer les responsables de ces hôpitaux. Mais en matière de la santé, pour ça, je vous assure, moi, j'ai apprécié ça, qu'ils essaient de voir, parce qu'après la sortie, comme ils ont dit, il doit avoir, n'est-ce pas, un examen de probation que tu prouves. Oui. Ça ne sera plus comme avant. Hein? Ça ne sera plus comme avant. Le BTS ne va pas suffire désormais. Non, ça ne doit pas suffire. Avoir un BTS, ça ne doit pas suffire. Ça c'est clair. Je vous dis en matière de la santé. Ça ne va pas finir. Dès qu'on a signé là, on reprend. Oui, on reprend, mais avec autre organisation. Moi, je dis, c'est pas une réforme. Est-ce que l'idéal, moi j'ai une question, hein, je lui permets d'aller jusqu'au bout avant de la poser cette question. Je vous laisse aller jusqu'au bout, El Hadj. Tel que monsieur veut dire, avoir le diplôme BTS, c'est quelque chose. Mais est-ce que le métier pour lequel tu veux exercer dans la santé, est-ce que tu la maîtrises? Je crois que c'est le fond de pensée, n'est-ce pas, de ce genre, de l'ordre de personnel de santé, de sanitaire. Oui, ça c'est la vocation. C'est le fond. Oui, c'est le fond. C'est le fond, c'est le fond.
Parce que ce n'est pas le diplôme seulement qui suffit. Le diplôme, c'est un papier. Le contenu. En tant que même les produits formés par le ministère de la Santé lui-même aussi est inscrit dans cette exactement ce ils ont besoin de parchemins qui valorisent leur niveau de formation. Donc on ne peut pas donc dire que le diplôme ne sert à rien. Non, le diplôme de payer, c'est une clé. Tu ouvres les côté, puisque les idées ne sont pas reconnues par le... Il faut considération. Ils sont toujours là, c'est pas vraiment pris en compte. Donc nous disons, nous les consommateurs, c'est nous. Vraiment, l'ordre a bien fait, l'ordre veut nous protéger, d'avoir des personnes qualifiées, à même, n'est-ce pas, d'exercer ce qu'ils ont appris. Ce n'est pas seulement sorti, j'ai le BTS, je peux m'asseoir n'importe où avec une grosse seringue, comment on appelle ce qu'ils mettent là au bout. Avec une grosse blouse. Voilà. Non, on dit docteur. Tu dois prouver, n'est-ce pas, sur le terrain, ce que tu as appris. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit, et vraiment, c'est tout bénéfice pour nous, pour le consommateur. J'en arrive à cette question. Hein. Est-ce que l'idéal ne serait pas finalement d'avoir un même diplôme? Ça veut dire qu'une même appellation valable autant du côté du ministère de la Santé que du ministère de l'Enseignement supérieur, fait par le privé comme par le public, et qu'on soit sûr qu'on ait une seule appellation, soit c'est BTS, soit c'est IP, soit c'est D7, soit c'est vraiment qu'on ait un seul diplôme, peu importe si tu parles le suivre au privé ou au public, avec le même cursus, le même contenu, le même suivi par les deux enseignements supérieurs, et qu'on ait pu à tergiverser comme on est en train de le faire en ce moment. Est-ce que ce ne serait pas ça finalement l'idéal au finish de ce processus, que de garder après encore beaucoup d'appellations où chacun va venir tirer avec le risque d'une rechute? Parce qu'on est quand même au Cameroun, hein. On peut avoir une rechute un matin où le désamour se réinstalle entre les deux ministres et puis chacun commence à régner ce qu'il avait dit. Hein. Tout est possible aussi. À partir de là, on part au point zéro et on va recommencer les mêmes micmacs. Est-ce qu'il ne fallait pas vraiment faire table rase? On en est là aujourd'hui, mais souvenez-vous que ça a commencé en 2019 ou en 2020 par des communiqués interdisant déjà même les privés de former BTS. Oui. Après, aujourd'hui, on entend comment l'ordre rappelle la loi du 5 décembre 1984 pour dire que les universités privées seules habilitées ayant des compétences nécessaires doivent exercer dans le domaine de la santé. Donc, quand vous êtes véritablement sûr, mais qui a d'abord donné l'autorisation sans vérifier que ces universités n'ont pas des compétences sûres? Qui a donné l'autorisation à ces universités sans vérifier le contenu ou alors la qualité des enseignements? Ça veut dire qu'on met la charrue avant le bœuf. Bon, les journalistes sont devenus des criquets. Quand ils parlent, on tire sur eux. On tue les journalistes, on tue les prêtres, on tue les évêques parce qu'ils disent la vérité. Mais je pense que au lieu d'être content de signer qu'on a donné l'autorisation à une université de fonctionner en BTS temps, mais pourquoi on n'a pas pris le temps de vérifier, envoyer des missions pour voir s'il y a des compétences réelles dans ces universités? Il y a même des infrastructures. Est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a le plateau technique pour venir aujourd'hui dire que on suspend d'abord le temps de voir? Si vous partez voir au fond, ce n'est pas le temps de voir. Le temps de voir si le gâteau va être désormais bien partagé, parce que peut-être le cas qu'on m'a donné cette fois c'était sucré, mais j'ai eu comme l'impression que c'est vite terminé. Donc ne regardez pas ça là au premier degré, parce qu'au fond, si vous voyez des informations de nuit, vous allez comprendre qu'il y a un véritable problème entre les managers du sommet à la base. Donc je pense que nous on est là, on s'essouffle à essayer de donner de la lumière à ce sujet. Mais je pense que la vraie responsabilité, ce sont les personnes qui ont donné l'autorisation aux universités de fonctionner sans vérifier la véritable compétence dans le domaine de la santé. Parce que, figurez-vous, dans mes multiples maladies, je suis arrivé dans une clinique où il y avait une stagiaire qui ne savait même pas comment on place une compresse, comment on fait. Et heureusement, il y avait son autre camarade qui peut-être était déjà rodé, qui est venu remédier à la situation. La santé publique
est très délicate. Le problème de santé, c'est comme le problème d'éducation. Si vous avez de mauvais enseignants, vous aurez des cancres. C'est le lieu pour moi de saluer tout ce qui s'est passé pour les examens officiels cette année. Si vous avez des mauvais médecins, on meurt chaque jour là, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent. C'est un mauvais diagnostic. Oui. Si vous êtes malade, Oui. et imaginez-vous qu'on fait le mauvais diagnostic sur vous pendant 7 mois, 8 mois. Si c'est une pathologie qui est virulente, vous êtes parti. Ah oui. Là, il y a problème. Et l'esprit Ceux mercantile qui donnent s'est des installé. autorisations Oui. aux gens de fonctionner devraient d'abord, ce n'est pas une leçon que je donne, hein, mais je pense que c'est une vision. Humblement, je pense qu'on vérifie d'abord si on a la compétence nécessaire, si les contenus sont bons, parce qu'en même temps, ce sont nos enfants. Imagine-toi que tu as un enfant qui est déjà médecin et qui doit avoir une opération sur un malade aujourd'hui. Voilà, il va oublier. Il a bien fait son opération, mais il a oublié les compresses et les ciseaux dans le ventre. On a refermé. Peut-être 6 mois après, le malade revient et on constate que tout est pourri. C'est ce que nous voyons. Il y a des cas comme ça. C'est des cas qu'on voit. Rosalie, un petit détail. J'interpelle Ouais. les ministres à beaucoup de vigilance. Il faut, Ouais. Parce que parfois on signe tout le paraffeur, on n'a pas lu. il faut qu'on clarifie quelque chose. Quand vous lisez bien les 3 questions qui sont inscrites à l'ordre du jour, la première question c'est l'inscription des titulaires des BTS, HND et licences professionnelles dans l'ordre. Au tableau de l'ordre des professionnels médico-sanitaires. Voilà. Deuxième question, la reconnaissance alors des correspondances académiques pour les titulaires des infirmiers diplômés d'État, Bac plus 3, Bac plus 5, à l'enseignement supérieur. Je m'arrête d'abord sur ces 2 questions-là. Ça veut dire donc que la réforme que nous engageons en ce moment ne remet pas en question la formation des titulaires des BTS ou des licences professionnelles. Tout à fait. Mais l'ordre met des réserves. Je vous ai parlé par exemple du concours, et là l'ordre a raison. On n'accède pas dans ces métiers-là sans concours. Il se trouve tout simplement que ceux qui sont titulaires de ces diplômes-là sont allés se faire former sans concours. Et c'est pour ça que dans les mesures transitoires, vous verrez que ces gens-là vont présenter un concours pour entrer dans l'ordre. Ceux qui vont avoir le concours n'auront pas de problème de diplôme de formation. Donc, ce n'est pas une question de formation qui est posée. C'est une question comme je vous ai dit, pour les médecins. Sauf que, non, je suis avec vous, je ne vous retire pas la parole. Vous avez lu le communiqué de l'ordre des professionnels médico-sanitaires la semaine dernière quand ils ont fait leur plainte. Ça là, ce qui est écrit ici, c'est pas la raison qui a justifié leur sortie. Vous le savez, Monsieur Sambou. Ils ont remis en question la formation et le contenu de la formation. Si nous restons dans ces conditions-là, il y a également eu une sortie de la NIPES, Association nationale des promoteurs des institutions privées d'enseignement supérieur. C'est-à-dire ceux qui forment, ceux dont on a mis en question. Ils ont aussi fait une sortie. On dit qu'avec ces deux-là, on ne sort pas de l'auberge. Mais la question de fond, là voilà. C'est-à-dire que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, que la formation soit de qualité et de qualité. De sorte que si c'est le concours, que le concours soit imposé à tous, avec le même plateau technique. C'est ce que on est d'accord. Nos enfants qui ont eu au BTS n'ont pas une bonne formation. Vraiment, je crois. Non, c'est ce qui est dit. Je vous explique. Non, moi, tu vois ici. Et le ministère travaille corps à corps, indépendamment de ce qui se dit à côté. Voilà le vrai message. Les deux ministères s'associent pour résoudre un problème qui est sérieux. Justement. Le problème qui est sérieux, c'est qu'on remet en question la qualité de formation dispensée à nos étudiants. La qualité de c'est un commentaire. Non, comment c'est un commentaire? C'est ça que tu les gens. C'est l'ordre qui parle. C'est l'ordre qui parle. Ça veut donc dire qu'aucun ne va réussir à ce concours. Non, on sera. Comment tu peux bien former? C'est l'ordre qui parle. Voilà. C'est comme ça. Oui, monsieur Sambou, vous voulez réagir? Oui, je dirais en réalité,
c'est la bienvenue. Si on fait un concours national, un concours national, vers là. Comme ça, le tri va se faire. Les cancres ne passeront pas. Les élèves sont bien formés. Il n'y aura pas de régionalisation. Non, régionalisation, non. C'est un concours d'intégration pour qu'on se mette à dire on va prendre 10 ou 15. Il y a peut-être la formation des médecins. Monsieur Omil, mais si on ne fait pas la discussion dans la discussion, on vous séduit aussi dans la parole. Oui. Au temps du ministre Maman Fouda, il a dit qu'il y avait 63 écoles de formation. Aujourd'hui, sous Manaouda Malachi, il y en a 163. 163, donc on peut dire qu'il y a augmenté 100 écoles. Maintenant, même aussi au niveau de l'augmentation des étudiants qui se forment, maintenant les hyper qui forment en santé, quand on va augmenter, ça veut dire que s'il y a 45 000 candidats pour le concours de la santé, appelons ça de la santé dans ce cadre du bac, parce que c'est dans le cadre du bac, au départ peut-être 10 000, comme par le passé, on peut même prendre maintenant 30 000, 35 000, parce que ce n'est pas seulement pour l'intégration, parce que le concours d'intégration qui est sélectif, là il y aura plus... ici c'est plus pour prendre ceux qui ont le contenu. Le contenu. Les exigeants de la formation limitent également le nombre dans cette filière-là. Oui, les exigeants de la formation, on ne va pas tout le monde. Non, parce qu'il y a plus d'écoles. S'il y a 150 écoles par rapport à 15 écoles. Ça veut dire que c'est le ministère qui va vous fixer le Je dis que c'est dans les facultés de médecine. C'est ça. Il va donner 10 places. On a un souci à ce niveau. Mais il y a des exigences. Au concours des infirmiers, quand on lance, on dit par exemple que dans telle école, il y a 50. Dans telle école, il y a 30. Dans telle école, il y a 20 en fonction des cas. Proportionnellement, le plateau n'est pas illimité. Par rapport au plateau technique, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Oui, par exemple, l'école des infirmiers de Yaoundé. On ne peut pas la comparer à l'école des infirmiers de ça. L'école des infirmiers Yaoundé peut accueillir par exemple 100 IDE. Contrairement à ça qui pourra accueillir peut-être 60, 70 ou 50 en fonction des infrastructures. Bon, moi je voulais ça va être chaud, un problème. Ça Le schéma qu'il a présenté, un concours unique. Oui. Tout à fait. C'est une démarche pertinente. Oui. C'est-à-dire pour les BTS comme pour les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les infirmiers. C'est-à-dire le concours est unique. Le concours est unique et on vous repartit dans le centre. Même les infirmiers diplômés d'État, ils font un concours unique. Et puis on les dispatche. C'est la santé. Moi, je voudrais dire que vraiment, que les gens mettent à côté les intérêts égoïstes pour se mettre véritablement au service de la nation. Qu'on nous reforme cette affaire vraiment en profondeur. C'est-à-dire que on a besoin. C'est malheureux parce que ça, c'est des intentions. Parce que ce papier, c'est des intentions. Suspectes. Mais de bonnes intentions, hein. Oui, de bonnes intentions. Mais nous sommes habitués que quand ils font ça, ils vont dormir. C'est-à-dire qu'on recommence avec les mêmes choses et on continue. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens pensent que après avoir rempli leur poche, ils se mettent véritablement à bâtir une nation qui peut aller très loin. Parce que quand on s'amuse avec la santé, la dernière fois on avait évoqué par exemple ce qui se passe dans les hôpitaux, que dans nos hôpitaux publics, les bâtiments ont été construits par l'argent du contribuable, tout comme les médecins qui travaillent, qui sont payés par l'argent, et même le matériel. Mais quand ça devient des cliniques pour bourgeois, ça pose le sens, un problème sur le sens général de l'État. Un État qui est en faillite. Je ne sais pas si les gens réfléchissent, si les dirigeants de ce pays réfléchissent un peu. Le Cameroun est capable de soigner ses populations. Il y a des gens qui meurent parce qu'une petite opération, une petite chirurgie, les gens meurent. Et pourtant, vous voyez comment on alloue des crédits énormes sur des choses qui n'ont rien à voir avec le bien public. C'est ça qui se passe avec l'affaire des BTS et autres. Les BTS. On peut décider que désormais, ce qui concerne la santé des écoles de formation, qui concerne la santé, on reverse ça au ministère de la Santé. Bien sûr. Entièrement. Entièrement.
C'est aussi une proposition, mais tu crois que le ministre va lâcher... C'est aussi des diplômes académiques. C'est pour ça que je vous ai montré les deux points là. Nous sommes en train de dire que c'est l'État du Cameroun. Qu'on accorde au ministère de la Santé de produire des diplômes. C'est-à-dire que... Tu as un équivalent... Vous savez ce qui se passe avec le bac. Quand nous, on était au lycée, quand on a eu le bac, c'est les professeurs des universités qui supervisaient les jurys de délibération. Parce que le bac est le premier diplôme universitaire, justement. Oui, c'est ça que nous sommes en train de dire que... Et pourtant... vous voulez remettre ça à la santé. Attendez, nous sommes en train de réfléchir sur le Cameroun. Vous réfléchissez, les autres sont ailleurs. Comment on peut résoudre le problème? C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation formait les élèves. Mais le moment qui t'amusait. C'est-à-dire que l'État a la possibilité de recadrer pour l'intérêt général. Parce que le conflit qui est là, moi je vous dis et je répète, c'est le gombo qui est en c'est très facile. C'est clair. C'est le gombo, c'est très facile. On fait parler quelques téléspectateurs. Ils sont d'ailleurs très nombreux à réagir. Espérons, Alfred, que ça ne sera pas le gombo. Et qu'ils vont faire ce qu'il faut pour nous sauver nos vies. Parce que nos jeunes frères et sœurs qui marchent avec les seringues et les stéthoscopes et les blouses blanches là, même dans les écoles là, vraiment. Je te dis que moi, j'ai subi. Désormais, quand moi j'arrive dans un hôpital, la façon que tu tiens ton affaire là, puisque j'ai la chance d'avoir quand même des connaissances dessus, et te dis que mon frère, il faut reculer, aller chercher quelqu'un qui connaît, il vient faire. Je n'ai pas l'intention de me faire tout cas là, aller retour, jusqu'à voir mon sang couler sur mon bras. Tu vois, parfois les gens ils te disent, pique ici, dans l'air, il pique ici, le tamis, mon frère. Partie, là. C'est quelle histoire. Bonsoir ma bien-aimée petite sœur, je salue ton riche panel. Vous allez m'excuser, hein, aujourd'hui je ne vais pas lire beaucoup de messages. La position aussi n'est pas mon ami ce soir. Permets-moi s'il te plaît de dire un mot sur ta mise en bouche. Les journalistes sont eux-mêmes responsables de ce qui leur arrive. Tout le monde dit qu'il est journaliste. Il suffit de parcourir les titres des journaux qui paraissent au quotidien. Il n'y a pas de contenu. Donc vivement que ce corps de métier se discipline, comme par exemple chez les médecins et autres. Bonne émission, c'est l'Africa du Mbam qui nous écrit ce soir. On va au Gabon. Non, je ne dis pas les hors sujets. Quelqu'un me dit déjà d'entame qu'il est hors sujet. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, on est en Côte d'Ivoire. Désolé de l'écrire, le régime Biya a tout galvaudé au Cameroun, même la formation. Quitte de ceux qui ont déjà été formés, le Cameroun ressemble à un bateau ivre. C'est M. Itundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir le plateau, ce qui a fait le café vient d'attraper le cacao. Voyez les enseignants malgré le CAPIEM ou le diplôme en main, il faut un concours pour être dans un établissement dans notre pays. Jean-Paul qui nous écrit depuis Ngaoundéré. Waouh! Quelle joie en ce lundi lumineux à regarder Rosalie et autres qui roucoulent déjà en studio. Sambou, l'enseignant, à quelques jours de la rentrée, colère dans des lamentations. Ibrahim de la société civilo-politique Atron, vertu comme un acteur français Alain Delon qui était mon acteur préféré. Baya, a manqué, Megao. Dans des salutations fraternelles de son Nyon Ekele. Obama qui me fait des infidélités médiatiques depuis un bon bout, dégustant seul du bon poisson de l'assaut à l'étouffer. Le Nkunkuma Emile, grand évêtron du rassemblement de danseurs et percussionnistes pantouflards, a posé des conneries à profusion. Voilà, fin des BTS en santé. Quand on annule, que mettra-t-on à la place? Est-ce que ceux qui se formaient par l'État sont-ils à la pointe? Le MinSanté voudrait voir une clarté dans la formation, éducation, l'emploi pour que des Camerounais soient bien soignés. Sans oublier un gros marché pour l'enseignement supérieur dans des quotas administratifs financiers. Comment feront nos frères et sœurs des zones rurales où on trouvait des bâtiments sans plateau technique et personnel qualifié? Mieux se retrouver chez le docteur du Kwata ou à l'Armimbu dans des potions à troubler le fonctionnement rénal et plus tard dormir éternellement au cimetière. C'est Massoc Thomas qui nous écrit bonsoir la belle Rosalie et à tous tes invités. Oh, Kolo, le Cameroun, mon pays avec le gombo rose. Je t'assure que c'est l'argent qui intéresse nos ministres et non la qualité de la formation des Camerounais. Ce dernier concours qui servira de validation après l'obtention du BTS sert à quoi? Attendons de voir la constitution du dossier. Les frais de concours,
Tout ça pour appauvrir, ensuite pour les échouer, le rattrapage, un autre gouffre sous Yosh, mon pays, allons voter pour que ça change. Alain Soga, qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie, à vos invités. Dites à ce monsieur qui parle du BTS là. Les enfants après le bac devraient simplement faire la faculté de médecine ou la faculté des sciences à les universités d'État. C'est juste une arnaque avec la complicité des personnes du ministère de l'enseignement supérieur qui se partagent cet argent. Pourquoi je demande aux parents et étudiants en BTS de demander simplement le remboursement de leur argent? Parce que même le concours national ne sera pas facile à intégrer l'ordre des médecins. Bonne émission à vous. Jean Calvin depuis Douala. Bonsoir madame. Le ministère n'a jamais reconnu le BTS en santé au Cameroun. Nous aimons beaucoup le raccourci. Alors qu'ils aillent s'inscrire dans leur ordre au Cameroun. Sandra depuis Odia. Bonsoir à vous. Sujet très intéressant. Il y a parmi ces diplômés du MINSUP ceux qui ont réussi au concours d'intégration au MINFOPRA cette année. Que deviendront ceux-là? On va le dire là-bas. Bonsoir, moi c'est Dalmon Kassereka. Je vous suis à partir de Kisangani, au nord-est de la RDC, l'émission Le Grand Soir. C'est la première fois en fait qu'il me suit. Bienvenue dans la grande famille. Il veut connaître la programmation de lundi à vendredi, entre 17h et 18h52, bien sûr, heure du Cameroun. Il dit qu'il est journaliste et directeur de programme de la radio Message de Trois Anges, émettant à Kisangani, chef-lieu de la province de Tchopo, en RDC. Merci d'être devant le petit écran. Bonsoir à vous. Moi, je suis Hervé. Quoi? Non, je dis c'est loin. Hein. Là. Ah, c'est là où il me suit. Ouais. Bon, on est déjà arrivé là-bas. Ouais, bonne chose. Bonsoir à vous, moi je suis Hervé Manga depuis Messassi. Selon moi, dans chaque fond de formation ou dans chaque spécialité, que ce soit médecine, enseignement, journalisme ou autre armée, nous avons ceux qui en sortent étant calés et d'autres nuls. Ça dépend de l'intérêt de tout un chacun. Tu peux sortir dans une formation après 10 ans et être nul. Par contre, tu fais 3 ans et tu es meilleur. Ceci est valable dans chaque discipline. D'autres entrent en formation de médecine pour raccourcir. Ça aussi, c'est un intérêt qui leur permet d'acquérir le visa pour l'étranger. Idem pour les enseignants qui cherchent juste le matricule, ainsi que les policiers, dont chacun cherche son raccourci. Bonsoir, on a donc consécuté le raccourci de ceci. Bonsoir, moi je suis contente de cette note parce que parfois beaucoup n'arrivent même pas à faire une injection intraveineuse. Il y a également une autre catégorie là qui ont fait une série littéraire mais sont pleins là dans les IDE et autres résultats. Tu arrives à l'hôpital, tu rentres avec une maladie au lieu d'être soigné. C'est Christiane qui nous le dit. Bonsoir Madame Guesselet. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire de vous? Et à tout votre panel, des agents de santé mal formés sont des assassins bien formés. Je suis d'accord avec Monsieur Obama quand il dit que c'est un problème d'argent. Pourquoi c'est maintenant qu'on suspend d'abord même le BTS? Est-ce que les écoles d'état de la santé forment d'abord aussi bien? Même au CUS, on n'achète pas aussi les concours, non, pour former des mauvais médecins et infirmiers. Madame Guesselet, j'ai des camarades formés au CUS qui sont comme des assassins avec leurs seringues. Ma mère est morte à cause de faux médecins à l'hôpital général de Yaoundé. Dans un pays sérieux, on ne blague pas avec la santé du peuple. Je suis aussi d'accord avec El Hadj Mariga Ibrahim Sengono Tchala qui nous écrit depuis Akak. On va au Gabon. Pourquoi dans ce pays on met la charrue avant les bœufs? Qui donne les autorisations d'ouverture de ces établissements? Depuis que ces établissements forment les enfants, ils étaient où? Pourquoi c'est mal qui sortent, c'est maintenant qu'ils sortent de leur embuscade? Les choses du Cameroun sont compliquées. Hein? Si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Bonsoir Rosalie, bonsoir cher panéliste. Je me prénomme Zambo. Bon, tu te nommes. Parce que Zambo, ce n'est pas un prénom, c'est un nom. Dans son pays, c'est un prénom. Non, c'est au Cameroun. Si, il est Camerounais. C'est au Cameroun. C'est un nom. Je me prénomme Zambo, étudiant allant en 3e année sur infirmier au sujet de la thématique. Moi, je suis scandalisé. Ce pays ne donne même plus le goût. Tous nos efforts pour rien, ça veut même dire quoi? Quelqu'un qui suit studieusement et passionné par son futur métier et l'on veut le décourager. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Bon, déjà que ton nom est ton prénom, on ne sait pas aussi si la veine peut être le muscle. Mais ça, ça vous. C'est compliqué. Bon,
Bonsoir la Rosa Star. Il y a ton panel, à mon avis, il y a un gros souci au Cameroun, dans la formation en général et en particulier dans la santé. Dans beaucoup de ces structures, l'entrée se fait sur simple inscription avec des diplômes de 7, 8, 9 forts. Et les diplômes de sortie sont authentiquement remis à tous les apprenants, comme dans les Énièges. Jean-Paul depuis Yaoundé, sorti même de notre CUS là. Et dans une sérieuse assise pratique, ils sont recrutés comme infirmiers en Europe, hein, alors qu'au Cameroun, ils sortent comme des médecins. Vous êtes nombreux, je ne peux pas sauver tout le monde. Non. Oh là 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 là, quand je vous demande very short message, j'ai cherché ceux qui ont des messages courts. Abidjan. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pouvez-vous expliquer la prolifération... Non, ton message sera long. Thérèse d'Abidjan. La prolifération des docteurs et professeurs au Cameroun. On aura l'occasion de parler de nos intellectuels dans une autre émission. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je ne voudrais pas qu'on s'épapille. Oh Dieu, vous êtes nombreux. Bonsoir, moi c'est Niamsi depuis Essaboutou. Essaboutou, c'est de quel côté? Non? Chérie, reviens me dire. Moi, je m'apprends tous les soirs. Monsieur le géographe, Essaboutou, c'est où? Sans doute au sud ou aussi au centre, parce que Essab, c'est sans doute au sud. Au centre. Bonsoir, belle journaliste. Les gens aiment les raccourcis. Nous faisons le concours pour entrer et pour sortir. Après, les autres ont 700 000 ou plus et sortent avec la licence. Les tueurs ambulants comme ça. Thérèse, depuis Bafia, qui est pour cette situation. Bonsoir, Madame Rosalie, à ton plateau. Il faut discipliner Emile Messi sur ton plateau. Qui laisse tout le monde parler tranquillement comme on l'écoute lui aussi. Raoul depuis Ngaoundéré. Bonsoir à tous. La filière santé n'est pas prise au sérieux dans certains campus. Bonsoir, vraiment d'accord avec cette réforme. La formation et la santé vont de pair. Je me souviens que j'ai failli mourir lorsqu'un stagiaire a confondu une injection IM et IV. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tori depuis Kousséri. Et beaucoup commettent cette erreur-là. Hein. Vraiment, si tu n'as pas la chance de t'y connaître, quand il prend, il ne cherche pas. Il ne fait pas de différence. Il ne sait même pas lire le tube qu'il a. Il casse seulement, il tire et puis il cherche seulement la veine. Ouais. Alors qu'il y a des médicaments qui se mettent en IM, donc intramusculaire, et puis tu te retrouves là, on te transporte déjà pour aller te ranimer. Alors d'autres ne cherchent même pas à savoir si tu es sensible à l'insuline ou pas, et qu'on ne met pas à tout le monde le glucosé. Et là, dès que tu arrives à l'hôpital, pap, on a accroché le glucosé. Voilà. Les erreurs médicales. Tu as l'attention. Non, en fait, c'est les Camerounais qui se sont mal habitués. Il croit que quand tu parles à l'hôpital, on va te mettre l'eau sucrée. Si on ne te met pas l'eau sucrée, on a l'impression qu'on est parti à le traiter. Si tu le mets là, tu commences à faire des injections, tu dois les comprimer. Tu as le diabète, il ne cherche pas d'abord à savoir. Il va avoir l'impression qu'il était en balade. L'ignorance, comment on a perdu la femme de mon ami comme ça. Voilà. À Méganga. Bonsoir Madame Rosalie, juste pour vous dire que pour être infirmier diplômé d'État, il faut faire 3 ans de formation après le bac, non 2 ans de formation. Angèle, depuis Odia, personne ne l'a dit ici. Hein. On a dit qu'ils font un concours commun. On n'a pas dit combien d'années ils font. Même le BTS, c'est 3 ans. Bonsoir Rosalie, Monsieur Obama a totalement raison. Je connais un infirmier qui donne cours dans une école de formation de IDE localisée en zone rurale par manque du personnel. Des enseignants insuffisants. Vous êtes nombreux, mais je vais m'arrêter là et je vais demander une transition et puis on revient pour la suite. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir. De lundi à vendredi, nous sommes ensemble là jusqu'à 18h52. On discute, on échange et je crois que l'essentiel a été dit pour la situation des BTS désormais au Cameroun. On viendra en temps réel avec les informations pour la suite, pour une meilleure compréhension de tous les Camerounais déjà à retenir. Pour ceux qui ont eu le BTS cette année, vous allez faire le concours. Pour voir si vous pouvez rentrer dans l'ordre des professionnels médico-sanitaires au Cameroun. Donc pour l'instant, la bataille n'est pas finie. On n'a pas totalement jeté votre BTS dans la poubelle comme on craignait. Là, vous devez passer au... Donc, ne jetez pas encore les cahiers. Continuez les révisions parce que vous allez compétir pour qu'on soit sûr que votre BTS vaut quelque chose. D'abord, on va parler de fuite de cerveau. Elle est très inspirée. Je démarre donc par toi. Fuite de cerveau, hein. On a constaté quand même, on parlait tout à l'heure de ces enfants qui font tous la santé désormais et c'est une vérité.
Dans beaucoup de pays hors de nos frontières, notamment aux États-Unis, le métier de la santé est très, très recherché. Ils n'aiment pas beaucoup regarder le sang de ce côté-là. Donc, presque tout le monde qui arrive finit par virer vers la santé, vers les nurseries et tout, pour pouvoir combler le besoin. Et beaucoup d'Africains, notamment les Camerounais, ont compris que ça paye. Tout le monde veut désormais se former rapidement dans ce couloir-là pour y aller. Mais ils ne sont pas les seuls. Les enseignants également sont très recherchés et autres corps de métier. Et du coup, les gars sont dans les aéroports chaque jour. On commence à s'inquiéter. Nous, on n'aura plus de formateurs au Cameroun, on n'aura plus d'intellectuels au Cameroun si ça continue comme ça. On fait comment pour bloquer la machine? Ou on ne peut pas bloquer? Bloquer la machine. Stopper l'écoulement là, c'est trop fort. Quand les gens n'ont plus d'espoir, ce n'est pas un fait c'est pas un fait divers. On parle comme si c'était un fait divers. Mais quand les gens n'ont plus d'espoir, ils cessent de croire. Ils cherchent, ils commencent à regarder ailleurs parce qu'ils pensent qu'ailleurs c'est mieux. Je pense que hommes en tenue, intellectuels, ceux qui sont formés dans le domaine de la santé, la direction aujourd'hui c'est le Canada. Tout le monde le sait. Même les journalistes. Les enseignants ont le maillot jaune. Les hommes en tenue, les hommes, les médecins, oui, même les journalistes. Les journalistes, il y en a aussi. Je veux tout simplement dire, on a un très beau pays. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'ailleurs c'est mieux. C'est parce que la minorité ici a bloqué tout ce qui est bien. Désormais, je pense que même le bonjour, on va commencer à nous frustrer pour le bonjour. Mais on ne doit pas cesser de croire parce qu'on a le plus beau pays du monde. On a le pays le plus riche du monde. Vous n'avez qu'à voir tous ceux qui arrivent pour signer les accords avec. Les jeunes qui vont dans le désert vont parce qu'ils détestent vraiment le Cameroun, ou ceux qui voyagent, c'est fuite de cerveau parce qu'ils détestent le Cameroun. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est la mentalité. La mauvaise mentalité auprès des gestionnaires de fonds, auprès de nos dirigeants. La mauvaise mentalité commence là-bas et forcément, elle descend au niveau des populations. Et puis, un dit le matin, j'ai craqué, je m'en vais à pied au désert. Donc, je pense qu'il y a problème à ce niveau. La mentalité, nous devons changer. Nous devons rentrer à l'école, nous tous, pour changer les mentalités. Mais beaucoup plus, ceux qui ont le pouvoir de décision, ceux qui ont les gros moyens, ceux qui ont de l'argent. Ça, on ne peut pas justifier ça autrement. En tout cas, moi, j'aime mon pays. Je ne vais pas aller au Canada parce que c'est mieux ici. Tu te bats. El Hadj Mariga Ibrahim, c'est pas évident. Il parle d'un environnement très difficile. Trouver déjà un petit job, c'est pas aisé. Quand tu en as même, parfois tu n'as pas de salaire. Et il faut batailler du matin jusqu'au soir pour essayer de manger un morceau de macabo. À un moment donné, tout le monde s'est dit, j'ai mon diplôme, je suis appelé ailleurs, on a besoin de moi. Et puis tout le monde cotise l'argent pour partir. Mais le danger est qu'après, qui reste, qui forme nos jeunes frères correctement, qui sauve le pays, si tous on part, qui reste. Il faut stopper la saignée, il faut à tout prix stopper la saignée. Comment on fait ça? Lui il dit qu'il faut que les gens changent de mentalité, qu'on arrête de banquer l'argent et de chercher à brûler même, qu'on dispatche un peu l'argent là, qu'on ait même pitié de nous. C'est-à-dire même en mettant le plat et le sous-plat, qu'on laisse quand même les miettes tomber pour venir trouver le bas peuple en bas. Nous parlons, Rosalie, d'un sujet important, fuite des cerveaux. D'autres appellent exode du cerveau. D'autres disent, n'est-ce pas, la fuite du capital humain. Ok, tant que c'est le cerveau qui passe. On est d'accord. Sincèrement, moi je me dis, c'est fait à dessein. C'est même supporté, c'est même poussé par nos dirigeants aujourd'hui. Ça c'est clair. Rosalie, ce pays nous appartient. C'est pour ça que je dis à la jeunesse que je vois s'agiter quelque part. Je dis à cette jeunesse que nous, là, nous avons déjà 60 ans. Donc, l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, nous l'avons vu. Toutes les difficultés engagées jusqu'aujourd'hui, nous le savons. Pourquoi on laisse faire? Moi, je me réfère toujours à un discours du président Paul Biya. 2013, ce discours restera toujours dans ma tête. C'était son plus beau discours? Son plus beau discours. Ah, d'accord. Ou dans notre tête, nous disons que après la fin de l'année, là, Paul Biya doit renverser la table. Il a cité toutes les potentialités de ce pays, des ressources humaines, des ressources, n'est-ce pas, sous-sol, toute la richesse du Cameroun. Il a posé la question,
qu'est-ce qui nous reste pour décoller dans ce pays? C'est la question qu'il avait posée. Et tu as déjà la réponse? Voilà. 2013 à aujourd'hui. On est d'accord? Le président de l'Assemblée, c'est à l'intérieur, lors de sa prestation de serment, il a dit, il a regardé dans les yeux, il a dit, monsieur le président, vous nous avez promis la démocratie, nous l'avons. La prospérité, nous attendons encore. Tous les prévaricateurs qui sont là, parce que tous, ils se sont mis à applaudir. C'est devant nous, non? Est-ce que de cette heure à aujourd'hui, les Camerounais sont prospères? Il y a la prospérité dans ce pays. Le Cameroun a décollé. Sur quel plan? Donc, vous n'allez pas demander aux jeunes de ne pas partir. Parce que le cause de l'exode de la fuite de cerveau, c'est d'abord un problème politique. Le problème de la répartition de biens, le respect de tout un chacun. Si un journaliste aujourd'hui se lève au Cameroun, vous dit que je veux partir du Cameroun, vous allez lui dire ne part pas. Quand on vous dit de choisir les mots, de ne pas accepter du n'importe quoi, de ne pas dire du n'importe quoi, même nous, panélistes, on prend seulement le risque à dire certaines choses. Si un journal ne peut pas s'épanouir, qui ne doit pas partir, c'est comme ça avec la plupart des corps de métier. C'est comme ça même avec le petit Camerounais qui ne parvient pas. Le salaire, c'est combien? Tu dois finir l'école pour venir prendre 100 000 francs à un licencié, même mes médecins qui sont avec ce BTS-là, n'est-ce pas, qui veut recruter quelque part, on lui donne 50 000 francs. Ils ne vont pas partir, pourquoi? Vous avez vu les enseignants tabassés dans ce pays. Les gens ont tout dit, les enseignants. Si tu trouves une voie où tu peux partir, tu ne pars pas, pourquoi? Qui doit t'arrêter? Nous sommes dans un pays où les gens sont accaparés du bien du pays, une minorité minable, je les appelle toujours des minables. Parce que c'est des gens qui sont sans foi ni loi, qui ne respectent pas la vie humaine. Si une personne peut s'accaparer des milliards, 1, 2, 3, on ne parle pas de 50 milliards, de 100 milliards, lui seul. Que voulez-vous? L'avenir de cette jeunesse est où? C'est sûr et connu de tout le monde. C'est le président de la République qui les taxe des bandits à col blanc. Il ne s'adresse pas à un petit journaliste ou à un pousseur, ou je ne sais pas, à un taximan. Il s'adresse aux gens qu'il a nommés, qui sont là en face de lui. Et la CE, c'est tout le jour. Donc, perspective d'avenir pour un Camerounais, pour un jeune Camerounais, ça c'est perdu. Qu'est-ce qu'on donne au retour? Quel espoir ceux qui nous dirigent donnent à cette jeunesse de rester chez eux? Ils vont arrêter, pourquoi? Pour eux, c'est tout, partez même, vous nous libérez l'espace. C'est tout. Sur le plan politique, je vous assure, mais c'est une vérité. C'est quelque chose fait à dessein. On vous dit partez, allez. Vous libérez l'espace pour nos enfants. Parce qu'il y a l'école quand même des élites. Aujourd'hui, tout le monde sait dans ce pays. Il y a des choses qui se préparent. Se préparent dans quel sens? Le remplacement numérique, familial. On sait ce qui se fabrique. Mais quand vous n'avez pas une perspective d'avenir, vous avez des diplômes, vous avez un talent que vous voulez exprimer. Regardez comment on jette ceux qui ont même osé penser Cameroun, qui ont fait pour le Cameroun. On est taxé de tout dans ce pays. Donc, je me dis, il n'y a pas moyen de stopper cette une raison de ne pas partir. Et ce genre, leur souhait même, c'est que ce jeune-là vraiment dégage l'espace, qu'il laisse le pays vide, parce qu'ils se préparent à faire quelque chose avec leurs enfants, qui vont revenir bientôt, ils vont placer les enfants un peu partout, qui vont reprendre la relève. C'est tout. Ça ne les intéresse pas. Ne dites pas que dans ce pays, quelqu'un peut demander à ne pas partir. J'ai vu, n'est-ce pas, une décision du ministère ou ce quoi au niveau de l'aéroport, qu'on arrête les enseignants. Oui, qu'on ne laisse pas les enseignants, c'est faux. C'est faux. Quelqu'un doit laisser vous prendre quel salaire? Le salaire, là, c'est combien? Non. Franklin Sambou, Marie Ibrahim dit de même pas ces jeunes-là essayer de stopper la saignée, de mettre seulement la bassine en bas pour recueillir le sang, parce que la situation ne peut qu'envenimer les blessures. On n'a pas moyen de stopper, mais nous on se dit quand même qu'on peut ou pas?
On peut, ou vous êtes comme lui, vous pensez que la saignée va être de maladie? Déjà c'est compliqué. Toute personne, si on prend le cas du Cameroun, à la base, on a la recherche des meilleures conditions de vie. Oui. Kala André Marie disait, je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Ah oui. Donc le jeune là qui est à Banjoun, chez Tala André Marie, qui est à Bachingou chez moi, qui est à Bacha, il rêve à la Yaoundé, il rêve à la Douala parce qu'il pense que c'est là-bas que ça se passe. que c'est meilleur. Maintenant, du moment où il est à Yaoundé, il est à Douala, pendant qu'il est là, il y a un cousin qui sort de Paris, qui sort de Londres, lui dit que j'ai fait ci, en quelques 15 secondes, j'ai peut-être 100 €. Il se rend compte que 100 € là, c'est combien? Ça retient son attention. C'est flatteur. Et du coup, il réfléchit comment faire pour aller aussi faire comme l'autre. Et peut-être celui qui a 100 € là, et avait voyagé avec uniquement un BPC. Et lui, il est là, au marché Mokolo, avec sa licence, avec son master. Et vous assure. Il dit pourquoi n'est pas parti. Donc, c'est difficile. Je vais prendre un autre exemple. Je suis enseignant. J'ai des promotionnaires, des collègues qui sont au Canada. Il y a un parent qui me disait il y a moins de 6 mois, pour un test de présélection des enseignants dans une école, après sur le test, il y avait 35 personnes. Sur les 35 personnes, il y avait 26 Camerounais. J'aimerais qu'on comprenne un peu l'ampleur. C'est-à-dire, sur les 35 là, qui sont pour étant au Canada, ils sont au Canada. Maintenant, présélection, là, on est en train de... Un test là, il y a 26 Camerounais. Sur 35 candidats. 35 candidats, 26 Camerounais. J'aimerais qu'on comprenne un peu cela. Maintenant, si on prend au niveau de personnel enseignant ou bien de santé dont on faisait pas tout à l'heure, quelqu'un va sortir avec un diplôme d'IDE, avec un diplôme, peut-être il est JPS2, il est plein. Il arrive, sortant de l'école, il a 230 000 de salaire, avec les coûts de vie difficiles. À Yaoundé ici, un appartement qui ressemble à un A2, on ne peut pas trouver à moins de 75 000. Dès que 75 000 sort de ce salaire, il y a une famille, l'argent est fini. Entre-temps, s'il veut faire les vacations, il va aller dans un collège privé, dans une institution, on va lui dire 1000 francs, 1500 l'heure. Si dans son temps libre, là, ça fait 15 heures qu'il a, il aura au trop 70 000 de plus. Il a bien voulu travailler au Cameroun. Il a mis tout en œuvre pour être dans son pays. Mais entre-temps, il a donc celui-là qui dit, moi, étant enseignant au Canada, j'ai 2500 $, 3000 $ le mois. Il compare ça avec son salaire en tant que professeur au Cameroun. Et ça devient compliqué. Et moi, je pense donc que pour résoudre ça, l'État ne devrait pas être en train de, comme on dit, on met la barrière à l'aéroport pour limiter la sortie des enseignants, pour limiter la sortie du personnel. Entre-temps, cette barrière devient plutôt une entrée de sous pour ces agents d'immigration, ceux-là qui sont à la frontière. Oui, ça devient plutôt... On enrichit plutôt d'autres personnes. Donc, pour résoudre ce problème, si on prend la santé, chaque secteur, comment on peut faire pour qu'un enseignant se sente à l'aise? Pour qu'il se sente à l'aise. Si on prend le cas, je suis un enseignant. Si vous prenez un enseignant qui a un indice 870, peut-être comme salaire de base, il a 265 000, indice 870. Un policier, ou peut-être un commissaire de police, ou un officier de police, ou un administrateur général de prison, qui peut se retrouver à l'indice 870 ou 940 comme l'enseignant, il y a pratiquement une différence de 100 000, 110 000 de salaire. Pourtant, c'est même indice. Des pareilles choses révoltent les enseignants qui parfois peuvent dire on n'a pas les avantages que d'autres ont dans des corps. Et c'est ça qui fait partie. Si on regarde même, est-ce que vous allez observer les magistrats partir? Non. Non, c'est pour vous montrer. Est-ce que vous allez observer certains corps? En fait, pour vous, les corps de métier qui partent sont les corps de métier mal lotis au Cameroun. Ça, c'est mon d'accord. Oui. Les corps de métier mal lotis au Cameroun. Vous avez déjà vu le militaire parti? Oui. Par contre, beaucoup. oui.
Un militaire de quel rang? Quel que soit son rang. Vous avez demandé un militaire, si vous avez demandé le rang. Non. Vous avez dit un militaire. Moi, je connais même un qui est parti, après il est encore revenu. moi, je voudrais dire que le Cameroun est entre des mains de véritables amuseurs publics. Parce que quand vous voyez comment ça fonctionne. Vous savez, ceux qui gouvernent notre pays savent que la vraie opposition en ce moment se trouve dans la diaspora. C'est-à-dire, ceux qui menacent les institutions se trouvent de l'autre côté. Parce qu'au pays, les partis d'opposition ont été noyautés à cause de la prédation, la prostitution. Ils ont été noyautés, pas saucissonnés. Ils sont mouillés. Ils se sont déjà mêlés. La vraie pression vient de l'étranger. Et ils savent que ceux qui partent, parce qu'il faut reconnaître cela, la majorité des gens qui sortent, quand on regarde par exemple ceux qui traversent le désert, là, qui bravent l'océan, c'est-à-dire la majorité des jeunes qui sortent, c'est des jeunes qui ont des capacités réelles. Des jeunes qui sortent, qui se retrouvent à l'extérieur, vont maintenant encore renforcer cette démarche de dénonciation et de prise de conscience pour que les choses changent au Cameroun. Parce que dans les nourritures terrestres, l'auteur disait à Nathalie que regarde tout en passant, que l'important soit sur ton regard et non sur la chose que tu regardes. C'est-à-dire qu'ils ont compris depuis longtemps. Et ils veulent, avec une démarche même démagogique, parce qu'ils ne croient même pas à ça. C'est-à-dire qu'ils veulent créer donc maintenant ces barrières pour empêcher à cette diaspora de s'agrandir, mais de grandir. Or, on se rend compte quand on regarde par exemple les pays d'Afrique de l'Ouest qu'ils n'ont pratiquement rien. Que la diaspora donne beaucoup de ressources, accorde beaucoup met de l'accent sur le développement d'un pays. On ne peut pas vivre en vase clos. Il y a des gens, comme on voyait tout à l'heure l'affaire de la santé, il y a des gens qui veulent sortir pour aller renforcer leur capacité. Aussi. Parce que quand un pays met sa jeunesse dans une démarche d'âge, de clochardisation, c'est-à-dire que tu as fini de fréquenter, tu as une licence, tu as un doctorat, on te retrouve en train de vendre de l'eau au marché, dans ton propre pays, ça devient un problème. Quand vous regardez l'âge de ceux qui tiennent nos pays, c'est des gens qui ont des 80, des gens qui ont des 90, c'est des gens qui ont les 100. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'il y en a qui dit que si vieillesse pouvait et si jeunesse savait, ça veut dire que les gens c'est la jeunesse qui rêve, qui a des rêves, des vrais rêves pour son pays. Quand un système empêche à la jeunesse de rêver, comme on a vu tout à l'heure avec l'affaire des BTS, c'est-à-dire la cacophonie au niveau de la santé, des BTS et machin truc. Et c'est valable dans tous les secteurs. Vous allez voir qu'on a créé des programmes pour dire qu'on veut renforcer la capacité des jeunes. On a vu comment ces programmes ont été pillés. Pourquoi on ne peut pas lancer, par exemple, un audit sur le PIACI ou bien le Fonds national de l'emploi? Vous savez ce que ça peut donner? Quand il y a un programme, on ne donne pas les moyens à ceux qui en ont véritablement besoin et qui ont la capacité de gérer. On donne toujours au fils à papa. Redonner le droit de rêver aux jeunes et ils ne s'en iront plus. Émile Messi, on stoppe la saignée, comment à ton avis? Lui, il a jeté le poste, il a dit impossible. Lui, il dit que c'est difficile. Lui, il dit quand même qu'on renvoie le rêve, qu'on permette encore aux gens de rêver dans ce pays et lui demande de mieux redistribuer le gombo. Il faut d'abord comprendre le phénomène. J'ai eu l'impression que mes prédécesseurs n'ont pas cerné véritablement le problème de la fuite des cerveaux. Ce n'est pas l'exode, ce n'est pas l'exil. À qui profite la fuite des cerveaux? Il faut le dire. C'est à ces pays-là qui reçoivent nos cerveaux. Parce qu'il faut comprendre un mécanisme ici quand on parle de fuite des cerveaux. En matière de formation, l'État investit suffisamment de moyens pour former les citoyens. Dans l'espoir d'avoir un retour sur investissement.
On a parlé tout à l'heure de la médecine, par exemple. Si on vous donne le coût de la formation pour un médecin de la première année en 7e année, on vous dira que le coût réel de la formation, c'est 6 millions par an. C'est-à-dire ce que l'État investit pour la formation. Vous allez dans les domaines comme l'ingénierie, vous allez à l'éducation, vous allez tous ces gens-là qui sont formés. Et qu'à la fin, ces cerveaux sont plutôt déportés ailleurs pour aller servir dans d'autres pays. Voilà donc des cas de fuite des cerveaux. L'État vous alloue une bourse de formation, par exemple, pour ces spécialités dans tel domaine ou tel domaine. À la fin de votre formation, vous ne rentrez pas au pays pour travailler au compte de votre pays, pour développer votre pays. Vous choisissez de travailler dans ce pays-là. Voilà des cas de fuite de cerveau. J'ai un cas précis. Moi, j'ai mon beau-fils travaillant dans une entreprise très huppée au pays qui est mise en stage à l'extérieur par cette entreprise-là. Mais une fois arrivé là-bas, il a été coopté, disons, arraché par une autre société plus capée pour travailler à son compte. Voilà des cas de fuite de cerveau. Ça veut donc dire que effectivement, la fuite de cerveau dépouille le pays de ses valeureux fils. On dirait ici qu'ils sont bien payés, ici ils ne sont pas bien payés là-bas. Nous sommes dans un contexte mondial extrêmement concurrentiel. Parce que chaque pays aujourd'hui voudrait avoir des meilleurs produits. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un problème qu'on va banaliser pour dire que c'est parce qu'on est maltraité ici, c'est parce qu'on est... Non! C'est l'environnement concurrentiel. Moi, je dirais, comme on n'a plus assez de temps, que pour stopper le phénomène, chaque Camerounais, et moi j'ai eu des aînés, j'ai eu des gens qui ont étudié aussi dans ces pays-là, à qui on a fait des propositions luxueuses, des propositions mirobolantes. Mais par amour du pays, ils ont dit, moi je rentre travailler dans mon pays. Donc pour moi, donc, c'est la problématique de l'amour du pays qui est posée sur la table aujourd'hui. Au-delà des avantages, de ce qu'on peut gagner à l'extérieur, est-ce que nous sommes suffisamment conscients que le pays se développera avec nos cerveaux aussi? Hein? Le chef de l'État disait l'autre jour, pendant que vous vous battez pour ceux qui veulent aller voir ailleurs, parce que le culte du paradis est ailleurs, d'autres cherchent à s'installer chez vous. Et vous verrez donc avec le temps, si rien n'est fait effectivement, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants se souviendront que c'est nos grands-pères qui étaient des propriétaires de ce pays. Parce que nous pensons que le meilleur est ailleurs. Donc c'est une éducation. Il faut voir des choses autrement. La mentalité même coloniale, on pense que c'est mieux ailleurs. Parce qu'on se dit que c'est mal ici et tout, on critique. Moi, je connais des gens qui avaient des métiers sérieux. Même ces enseignants-là, quand on dit qu'ils partent là, beaucoup restent convertis dans des choses qui n'ont rien à voir avec leur métier. Mais, parce qu'on pense que si on part ailleurs, le mieux est là-bas. Et pourtant, on peut, malgré les difficultés, transformer les conditions de vie sur place. C'est pour ça que nous demandons à l'État de faire aussi quelque chose pour ceux qui acceptent porter la croix du pays. Voilà. C'est là qu'est-ce que l'État doit faire? Qui se tue pour ce pays? Il faut faire quelque chose. Voilà, c'est une bonne fin pour sortir de cette émission. Parce que j'écoutais depuis, je disais, est-ce que merci? Non, c'est ça. Il faut faire quelque chose. Vous donner envie de rester parce que c'est très compliqué. Parfois, vous recevez des coups de fil, on vous dit non, tu mérites mieux, tu n'as rien à faire là au Cameroun. Mais c'est vrai. Viens, on prend tout en charge et puis tu dis... Même là en Côte d'Ivoire, vous avez combien de Camerounais? Moi, j'ai fait le choix de ce pays, je reste là. Mais je dois avouer, comme il a dit, c'est très difficile. Surtout quand on a des charges derrière. Bonsoir, excellentissime beauté. Très bonne émission. C'est ton mari depuis Guidé, Mohamed Atangana.
Donc toi, tu t'es déjà décrété mon mari depuis Guidère. Il avait fait son choix. Jusqu'on s'est même bien marié. Bon, il paraît que Essaboutou, c'est dans l'arrondissement de Esseux, département de la Meufou et à Famba. Merci à Teba, voilà, natif de ce coin-là, qui a apporté la précision. Bonsoir Rosalie, merci pour la thématique du jour. C'est sagement organisé dans ce pays pour détruire les gens. Au niveau de l'enseignement supérieur, les meilleurs après le Master 2 ne peuvent pas s'inscrire en doctorat. Tous les concours sont suspendus, sauf les miens, les NAM pour les privilégiés. 3. La disparité sur le traitement du personnel de l'État. Pardon Rosa, il faut qu'on laisse les Camerounais tranquilles. Qu'ils partent là où ils veulent. C'est ça. C'est pas moi, hein, je disais le message. Oui. C'est moi, mais regarde, c'est pas moi. Ah non, je vais m'arrêter. Hein. C'est vraiment devenu compliqué. Ceux qui ne l'ont pas remarqué, je suis hyper grippée. Et ça a empiré un tout petit peu le froid de la ville en ce moment. Ne me fait pas que du bien. Je vais aller me mettre au chaud et prendre beaucoup de boissons chaudes pour être sûr d'être avec vous demain. À défaut, vous le saurez bien assez tôt. Merci Alfred Obama d'avoir été encore là pour cette autre livraison. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous avoir. Merci El Hadj Mariga Ibrahim. J'étais bien entouré. Jean-Paul Baïha, Émile Messi et Franklin Sambou. C'est un très beau lundi pour moi. J'étais bien entouré. Merci Ismaël. On a tenu comme des gladiateurs ce soir parce qu'ils ne savent pas également qu'on a le même problème tous les deux. Anissé Nomo était au mixage vidéo. Merci à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la réussite de cette émission. Respect, Monsieur Dudonimva. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Je préfère apporter la précision. Lorsqu'il sera 17h, vous faites bien de ne pas bouger. Le journal en anglais porte une signature de Lénis Saint-Diel ce soir. Et le journal en français à 20h porte la signature de Karine Okomo. Sortez couverts, il y a des maladies dehors. Respect, Monsieur Dudonimva. À demain.